en 10 jours sur un truc que je connais pas du tout. J'aurais fait exactement les mêmes moves mais avec un capital différent. J'aurais remplacé mon salaire. C'est une réalité qui est dure à accepter aujourd'hui, c'est que dans le marché crypto, plus ton projet est bon, moins il va perf. 2022, c'est ma pire année. Je voyais vraiment en fait tout ce que j'avais mis du temps à construire ces dernières années qui était en train de s'effondrer d'un seul coup. Parce qu'il y en a qui vendent trop, c'est facile par exemple, tu vois, de faire 10 000 € par mois. Non mais MDR, demain j'ai un cancer, si t'attends 6 mois pour me faire passer... Non mais c'est vrai, si t'attends 6 mois pour me faire passer les examens nécessaires pour détecter si j'ai un cancer, mon cancer il a eu le temps de se développer, j'ai eu le temps de crever, tu vois. Parce que c'est plus vendeur de dire ah oui ça y est c'est le début du bull run, ça y est ça repart to the moon que de dire non attention les gars, là ça va baisser, faut peut-être vendre vos apps etc. Il y a personne qui regarde ça. Donc là tu passes d'un terrain à plus de 200 000 €, à un terrain qui en vaut 30. Il me reste à peine 20 000 € pour finir mon chantier. Et donc à ce moment-là... Bon, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast La Smala, de notre côté, avec une nouvelle invitée, encore une demoiselle. Décidément, tous les invités qu'on a, c'est des demoiselles pour l'instant. Mais c'est bien. Donc avec Clémence, spécialisée dans la crypto et puis plein d'autres choses. Hein. Plein de donc choses. Justement, on va pouvoir en parler. Donc, écoute, Clémence, si tu peux te présenter. Donc, moi, je m'appelle Clémence. Sur les réseaux, c'est Clémence Crypto. Mais ça peut changer à tout moment, des fois. En fonction de mes envies, ça peut évoluer. Bon, pour l'instant, c'est Clémence Crypto. Donc, moi, je suis investisseuse IMO, investisseuse crypto. Je fais du trading aussi, mais ce n'est pas mon métier depuis 2 ans. À côté de ça, j'étais entrepreneuse, mais je ne le suis plus pour l'instant parce que je ne veux plus le faire en France et que je m'expatrie en Thaïlande. Et je lance un podcast sur les tabous de l'argent qui sortira à partir du mois de juillet. Ouais, podcast très intéressant. Je vous invite à suivre Clémence. On mettra d'ailleurs tous tes réseaux. De toute façon, vous serez aussi dans le podcast, donc on donc, va changer les rôles après. Ouais, on va échanger juste après. Ça va faire un bon podcast. Ouais, complètement. Et du coup, ça a commencé comment pour toi, les marchés financiers, la crypto, l'IMO ? Alors, du coup, en fait, moi, depuis toujours, je voulais investir en IMO. Moi, les marchés financiers, de base, ça me faisait très peur. Donc, je m'y intéressais pas du tout. Donc, en fait, j'ai commencé l'IMO. Je me suis formée parce que j'y connaissais absolument rien. Mais pour moi, dans ma tête, en fait, j'étais très loin déjà de savoir que en France, pour te loger, tu avais des aides pour payer ton loyer, tu vois. Pour moi, c'était tout simplement pas logique. Je sais pas, en France, c'est comme ça, mais en tout cas, je sais pas dans les autres pays si c'est comme ça. Donc déjà, très jeune, moi, je me disais, c'est complètement stupide de payer un propriétaire alors que tu peux avoir un bien équivalent et le rembourser ton crédit au final qui t'appartienne, tu vois. Parce que le jour où finalement, même si tu revends ton bien, tous les loyers que tu t'es versé en tant que propriétaire parce que tu as remboursé ton crédit, et finalement, tu les récupères. Donc pour moi, c'était logique que je voulais pas être locataire. Donc très très vite, très tôt, j'étais à peine majeure, que je savais que je voulais investir dans l'IMO, mais pas dans les stratégies que je fais actuellement. Moi, c'était vraiment tout bonnement salarié, acheter sa résidence principale, etc. Et puis, du coup, comme je n'y connaissais absolument rien et que j'avais personne autour de moi vraiment pour m'apprendre l'IMO ou pour m'expliquer comment ça fonctionne, etc. Du coup, j'ai décidé de me former. Ouais. Donc, je me suis formée en IMO. Et en fait, je suis tombée sur des formations qui parlent donc, de faire l'investissement locatif, donc que les locataires peuvent te rembourser ton crédit et qu'en plus de ça, ils peuvent payer aussi les charges, plus aussi toi récupérer un peu de cash flow positif si tu fais des bonnes opérations. Et déjà, ça me semblait incroyable. Je me dis comment ça... En fait, c'est même pas moi qui rembourse mon crédit et comment ça va rien me coûter. Et en plus de ça, je vais même gagner de l'argent dessus. Ça me paraissait fou parce que moi, je viens d'Île-de-France et les prix de l'immobilier en Île-de-France, ils sont très élevés. Ouais. Alors en fait, ce genre d'opération en Île-de-France, je vais pas vous mentir, c'est quand même très rare parce que je suis pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis là pour vendre rien du tout parce que je vends rien. Mais en fait, moi, c'est comme ça. C'est par cette porte-là que je suis rentrée, où j'ai commencé du coup à me former sur l'investissement immobilier. Je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des régions en France où il y avait des super opérations à faire. Ouais. Et on commençait dans la formation à parler d'acheter des immeubles. Et donc moi, en fait, c'est vraiment, il y a des cases et des plombs qui ont sauté dans ma tête à ce moment-là parce que moi, je me disais, j'avais fait une to-do list de mes goals dans la vie. Et je m'étais dit, dans 10 ans, acheter un immeuble, tu vois. Mais en réalité, je m'étais dit... un immeuble, quoi. Non, mais voilà. Mais moi, tu vois, je me disais, j'achèterais peut-être un immeuble à 50 ans si j'ai bien réussi ma vie, tu vois. Mais pour moi, c'était inaccessible comme objectif. Peut-être en termes de prix aussi, au début, tu te disais, c'est trop gros, quoi. Ouais. On a une vision de l'immeuble aussi qui peut être démesurée, tu vois. Même moi, ça m'avait choqué un peu biaisé, tu vois. Oui, bien sûr, complètement, tu vois. Mais
malgré ça, pour moi, les prix où j'ai acheté mes immeubles, je pensais pas du tout déjà que ça existait, tu vois, genre d'acheter des immeubles pour ces prix-là. Bon, on pourra en parler aussi si vous voulez. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc effectivement, je me suis formée, j'ai compris qu'il y avait des gros coûts à faire en immobilier, qu'il y avait des très bonnes rentabilités et que acheter des immeubles, c'était pas inaccessible, même à ceux qui avaient des petits salaires. Moi, à l'époque, j'avais 2 sources de revenus. En fait, j'étais auto-entrepreneuse dans le marketing digital parce que je faisais déjà du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, t'avais une grosse chaîne YouTube, si je me trompe pas. J'avais une grosse chaîne YouTube, mais qui n'est pas du tout ce que je fais comme contenu actuellement, parce que j'étais plus dans le divertissement. Donc, je gagnais, ça va, tu vois, genre, c'était pas des revenus mirobolants, mais en fait, je me dégageais un salaire quand même avec ça en tant qu'auto-entrepreneuse. Et à côté de ça, le soir, moi, je travaillais en tant que barmaid. Donc, en fait, j'avais et à la fois un CDI et ma boîte. Et du coup, j'avais la journée sur ma boîte et le soir, j'étais en CDI. Donc, en fait, c'est le cumul de ces 2 sources de revenus aussi qui m'ont permis d'enchaîner plusieurs opérations. Mais en réalité, moi, mon CDI, j'étais barmaid, donc j'étais au SMIC, quoi. C'était pas non plus... donc, heureusement que tu avais ton activité à côté aussi de ton entreprise. Mais en fait, même pas, parce que je suis sûre que mon premier immeuble, j'aurais pu l'acheter sans... J'aurais pu l'acheter juste avec ce CDI-là, tu vois. Parce qu'avant, je pense que c'était vers quelle année? C'était quand c'était premier immeuble, je l'ai acheté en 2020. C'était assez accessible. Je crois que là, les accès au crédit étaient encore très light. Alors, c'est pas du tout les mêmes taux qu'aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai fait des taux super intéressants. Mon premier immeuble, j'ai eu un taux à 1,19. Deuxième immeuble, j'ai eu un taux à 1,59. Là, c'est mort. Limite, on te donnait de l'argent. Non, après, mon crédit me coûte quand même de l'argent. Tu vois, j'ai pas eu un taux négatif, mais c'est sûr que c'était plus intéressant. Enfin, le crédit coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire des bonnes opérations parce qu'en réalité, là, les banques, elles sont en dèche. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais là, c'est pas possible de me faire financer et tout, c'est la crise, etc. » Non, en réalité, là, les banques, elles sont tellement en galère parce qu'en fait, le marché de l'immobilier est complètement ralenti, qu'en fait, les banques ne prêtent plus. Donc, en fait, elles cherchent des gens qui soient sérieux et finançables. Donc, quelqu'un qui a déjà une situation stable ou une société, mais depuis ne serait-ce que 2-3 ans, qui n'a très peu de crédit ou qui gère bien ses finances et qui a une belle opération rentable à apporter, la banque, elle va financer direct parce qu'ils sont trop en galère. Les notaires, c'est pareil, ils galèrent de ouf. Enfin, il y a tout là. Donc, au final, tu vois, tu as quand même des grosses OP à faire. Même au niveau de la banque, tu as plein de choses à négocier parce qu'ils sont hyper open pour te financer. Et indirectement, comme le marché de l'immobilier, ça ne se vend pas, tu peux aussi de ouf négocier beaucoup plus que quand moi j'ai acheté, tu vois. Donc, certes, tu vas payer ton crédit peut-être plus cher, mais tu peux mieux le négocier. Et à côté, l'immobilier, c'est pareil. Tu peux faire franchement des grosses négos dessus, où du coup, tu vas le payer ton crédit aussi quand même moins cher parce que tu vas faire une grosse négo sur ce que tu vas emprunter, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, il y a quand même des coûts à faire, même actuellement. Maintenant, je suis quand même content d'avoir eu mes taux. Et d'ailleurs, tu vois, en revenant sur l'immobilier, ok, tu as commencé par l'IMO. Alors, est-ce que ça s'est passé comme tu le voulais ou Au début, très bien. Okay. Franchement, premier immeuble, nickel. En fait, si tu veux, moi j'ai acheté un immeuble, il y avait très peu de travaux, tout était loué, j'avais une renta de fou dessus. Donc en fait, j'ai récupéré les clés, les loyers sont tombés direct, tout s'autofinancé. Premier immeuble, incroyable. Du coup, je me dis, on fait un deuxième immeuble. Parce que le premier immeuble est incroyable, tu vois. Donc là, en fait, je commence à comprendre aussi que les seules erreurs que j'ai faites sur mon premier investissement, c'est au niveau fiscal. En fait, comme tout était loué, j'ai pas pu optimiser en faisant de la location meublée sur certains appartements, etc. Et je me suis dit, et je me suis dit, en fait, il faut aussi que je fasse des travaux. Parce qu'en fait, quand tu fais des travaux, c'est déductible de tes impôts. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, je me dis, OK, donc là, il faut que je rachète un immeuble, mais il faut un immeuble avec des travaux, tu vois. Et donc, je galère un peu à trouver un bien qui soit au niveau de la rentabilité que je vise et qui puisse correspondre à ma stratégie fiscale. Mais finalement, j'en trouve un. Rentabilité incroyable, genre beaucoup mieux encore que le premier qui était déjà une très bonne affaire, tu vois. Et du coup, des travaux. Et là, ça a été 2022. Enfin, en fait, je l'ai acheté en 2021, le deuxième immeuble. 2022. Et 2022, c'est ma pire année, professionnellement, mais vraiment de toute ma vie. Tout s'est écroulé. En fait, 2021, si tu veux, je m'en sors donc super bien. Il y a ce premier immeuble qui tourne. Je trouve mon deuxième immeuble hyper rentable et tout. Et 2022, je commence ce chantier. Je tombe sur des escrocs, sur les travaux. Ah oui, c'est vrai. Donc, chantier de l'enfer, vraiment, où je perds beaucoup d'argent. On prend mes acomptes. Enfin, je pourrais donner plus de détails, mais je pense que c'est pas non plus trop le principe qu'on fasse un podcast. Mais en gros, je me fais arnaquer sur mon chantier travaux. On se barre avec mes acomptes, donc plus de 35 000 €. Il me reste
à peine 20 000 € pour finir mon chantier. Donc, au final, je dois le finir moi, avec des petits gars que je trouve un peu en déclaré. Ou il y a une application qui s'appelle Allo Voisin, où en fait, c'était voisins qui bricolent un peu, qui viennent te faire des trucs. Et en fait, bon, du coup ça, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, je l'ai fait avec beaucoup Allo Voisin. J'ai aussi des gens qui sont venus m'aider. Et moi, du coup, j'ai dû finir mon chantier comme ça. Mais en fait, ça m'a pris toute mon énergie. Toute mon énergie à ce moment-là, je ne pouvais pas, parce qu'en fait, moi, j'avais une deadline aussi par rapport à mon crédit sur cet immeuble. Donc, en fait, il fallait que j'aille vite, il fallait que ça se finisse pour que je puisse rembourser mon crédit. Et donc, à ce moment-là, je ne vis que pour ce chantier de travaux, en fait. Donc, clairement. Je ne m'intéresse pas à la crypto. Je ne suis plus le marché. Le marché se casse la gueule, c'est le bear market. Donc, tout ce que je gagne en crypto, en fait, je perds tout. Enfin, ou presque tout, tu vois. On en parlera après. L'IMO, du coup, c'est au ralenti, mes loyers ne rentrent pas. Donc, en fait, c'est compliqué. Et du coup, je n'ai plus le temps de gérer ma boîte. Donc en fait, je n'ai plus de revenus non plus qui rentrent sur ma boîte et j'essaye de déléguer ma boîte. Donc je sors la trésorerie qui me reste de ma boîte pour essayer de trouver une équipe pour pouvoir déléguer, pour essayer de la relancer. Et ça foire, tu vois, parce que la délégation, c'est très compliqué. Donc 2022, catastrophique. Franchement, très très dur. Jusqu'au moment où je finis du coup mon chantier. Du coup, là, les loyers commencent à tomber. Donc je commence à souffler. Et j'arrive donc fin 2022 au bottom. Au bottom. Ouais, ça va. Et en fait, là, l'argent commence à re-rentrer, donc je peux aussi réinvestir en crypto. Et donc là, après, au fur et à mesure, je relance aussi un petit peu ma boîte. Je fais des missions que j'avais. C'est pas que j'avais pas envie de les faire, mais tu vois, j'étais plus partie sur un business qui s'automatise normalement. Mais là, en fait, j'avais tellement besoin de refaire rentrer du cash que en fait, je fais aussi des missions en one-to-one. Donc en fait, je reprends une activité de community manager qui est très très énergivore, mais en fait, il fallait qu'il y ait du cash qui rentre pour attraper l'année 2022 qui avait été catastrophique. Et donc 2022, très dur psychologiquement, très dur professionnellement, mais j'ai beaucoup appris. Et après, à partir de 2023, là, ça a commencé à être bien. Et 2024, du coup, 2025, là, si on fait une rétrospective surtout, c'est quoi ton patrimoine, si tu peux donner des chiffres 2025, alors en termes de patrimoine global. Combien de lots Alors en IMO. En IMO, je parle. En IMO, là, si tu veux, j'ai 10 appartements, 2 garages. Donc ça, c'est en perso moi. Mais j'ai aussi quelques investissements avec mes frères. D'accord. Mais bon, ça, je sais pas, ma famille n'a pas forcément envie d'être exposée sur les réseaux, donc ça, j'en parle pas. Mais du coup, en moi, solo, j'ai donc 2 immeubles, un appartement, mais si je dois compter en nombre de lots, ça me fait 10 appartements et 2 garages. Ok, c'est déjà bien. Depuis 2020 que j'ai commencé. Ouais, donc là, ça va, là, tout tourne, on va dire, normalement pour l'instant sur ça. Ouais. Tout tourne normalement, franchement, ça tourne bien. C'est rentable. Je génère du cash flow positif tous les mois, c'est pas de souci. Après, l'entrepreneuriat comme l'investissement, c'est pas un long fleuve tranquille. Je peux pas te dire c'est easy, ça y est, je rembourse mon crédit, il y a tout qui rentre, j'ai rien à faire, les cocotiers, etc. Même si je m'expatrie en Thaïlande, mais en réalité, il y a toujours un petit quick où il va y avoir un dégât des eaux qui n'est pas prévu. Je te dis n'importe quoi. Là, moi, je fais aussi du Airbnb, donc il peut y avoir de la casse dans mon Airbnb. Ouais, la dégradation. J'ai jamais eu de grosses casses, tu vois, mais il y a quand même de la gestion à faire, et donc c'est quand même du temps. C'est quand même du temps. Ça peut être aussi parfois une source de stress quand tu commences à avoir un locataire qui commence à avoir du retard sur ses loyers. J'ai pas de gros impayés, tu vois, mais ça demande quand même à ce que les choses soient cadrées. Ouais, complètement. Donc moi, tu vois, quand je vois qu'il y a quelque chose qui commence à dévier un peu, je recadre tout de suite pour justement éviter d'aggraver la situation. Et donc tout de suite, les problèmes, je les règle. Okay. Donc je peux pas te dire, enfin oui, c'est rentable, c'est cool, ça tourne, rien à voir forcément par rapport à 2022, c'était tellement catastrophique que ça pouvait pas être pire de toute façon, enfin, entre guillemets. Donc oui, ça tourne bien, je suis contente. Maintenant, comme dans tout business investissement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à faire, il y a des choses à gérer, c'est pas non plus de tout repos. Et qu'est-ce qui fait, tu vois, que tu n'as pas continué spécialement ces investissements IMO? Bon, tu as réglé le problème de 2022, là, ça retourne, on va dire, normalement. Et pourquoi tu t'es pas dit, vas-y, je continue à... J'ai continué. Parce qu'après mon deuxième immeuble, là, justement, cette année, j'ai racheté un dernier appartement. En fait, si tu veux, j'ai pas acheté un immeuble et je t'explique pourquoi. En fait, je commençais déjà à me dire, je n'ai pas envie de rester en France. Donc en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de rester en France, mais il me faut un pied-à-terre quand même ici, parce que j'ai mes amis, j'ai ma famille, etc. Et vivre avec ces locataires, je l'ai fait pendant 1 an, parce que en 2022, quand j'étais dans la merde, je pouvais pas même me permettre de payer un loyer ou quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai vécu dans un de mes appartements pendant 1 an et demi.
le temps de finir les travaux, de faire que tout roule. Et j'ai un chien. Ah oui, c'est vrai. Ce qui fait que... le Shiba. La fameuse. Voilà, exactement. J'ai mon chien et en fait, je n'ai pas de logement avec un jardin dans mes immeubles. Okay. J'ai un grand appartement avec une terrasse, mais comme c'est un grand appartement, c'est l'un de ceux qui me rapporte les plus gros loyers. Donc au niveau de mon crédit, ça me faisait chier d'habiter dedans, tu vois. Et du coup, en fait, je me disais, bon, c'est bien 1 an et demi, mais déjà 1 an et demi à vivre avec ses locataires... Tu fais beaucoup de social. Et enfin, je suis rien contre le fait de faire du social, mais en fait, j'ai pas investi en immobilier pour gérer les problèmes des gens et pour leur apprendre le savoir-vivre. Donc, bon, je me suis dit, ok, j'ai plus envie de vivre dans un de mes logements, ou en tout cas, j'ai pas envie de vivre dans un de mes immeubles, mais j'aimerais bien avoir un pied-à-terre avec un jardin pour mon chien quand je rentre en France et que je vais mettre en location Airbnb quand je serai pas là, tu vois. Et puis ça, c'était aussi une de mes règles avant de quitter la France, parce que dans le système, on en parlera peut-être après, il y a plein de choses moi, qui m'insupportent, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais pour moi, la grosse chance qu'on a en France, c'est pouvoir quand même utiliser le levier bancaire pour investir en immobilier, parce qu'à l'étranger, si vous voulez investir en immobilier, ça ne se passe pas du tout pareil. Il y a beaucoup plus de cash à fournir, alors que moi, tous mes biens, je tiens à préciser, c'est pas en mode il y a eu héritage ou quoi que ce soit, j'ai tout financé à 110% par la banque. Ça veut dire que même les frais, sans apport. Okay. Sans apport, même les frais de notaire, c'est la banque qui me les a financés dans le crédit, tu vois. Donc du coup, il n'y a que le dernier là, l'appartement que j'ai acheté, où j'ai amené les frais de notaire et ça représentait 8 000 €. Je pense qu'au bout de quelques années, tout le monde peut se permettre de mettre une somme de côté pour le générer. Donc en vrai, vraiment, tout ça, ça s'est fait comme ça. Et du coup, voilà. Donc ça a été ma porte d'entrée dans l'investissement. Vers tout ça, l'investissement. Ouais, dans l'investissement immobilier. Et en fait, si tu veux, donc moi j'achète ce premier immeuble 2020. Donc Covid, confinement, tu vois, premier confinement. Et en fait, à ce moment-là, je traînais avec des dropshippers. Ok. Et du coup, pendant le confinement, on se motive avec ces dropshippers-là. On se dit, venez, on se loue une villa dans le sud de la France. Comme ça, on fait un cerveau collectif. Au lieu d'être chacun dans son coin et tout, on s'entraide et tout. Bon, moi, je faisais pas de dropshipping. Enfin, j'en ai fait un petit peu, mais j'étais très, très loin d'être à leur niveau, tu vois. Mais moi, j'étais déjà dans l'optique de, allez, j'achète mon immeuble et j'ai envie de monter une société qui va aider les femmes à entreprendre et à investir, soit par le biais d'un club privé, soit pour faire de la recommandation de formation. Donc avec de l'affiliation, parce qu'en fait, moi, je me sentais pas légitime à lancer une formation IMO. Je commençais tout juste, même si ça commençait à fonctionner. Mais en fait, comme je voyais que ça m'apportait des résultats, je me suis dit, en fait, je sais que j'ai une communauté sur les réseaux. Il y a plein de gens déjà qui commencent à me poser des questions de comment ça, t'achètes un immeuble, etc. et tout. Ouais, les gars, je peux vous expliquer que j'achète un immeuble, mais en fait, je suis incapable de vous former. Donc, si vous voulez vous former et faire comme moi, tout simplement, aller voir la personne qui m'a formé. Qui t'a formé. Sauf que bon, si la personne, tu lui envoies 100, 200, 500 personnes, à un moment donné, en termes de chiffre d'affaires, gros. Récupérer un petit peu, voilà, tu vois. Donc, du coup, moi, j'étais vraiment axée sur monter ce business-là. Et en fait, c'est là où les marchés financiers ont commencé à arriver et où la crypto a commencé à arriver. Parce 2020, que du coup, confinement, donc on était en avril-mai 2020, tu vois. Et je les entends... Et en fait, je les entends parler en mode, ouais, t'as vu, le Bitcoin, il est déjà à 6500. Je savais je savais qu'on aurait dû en acheter plus parce qu'il était à 3500 le mois dernier. Crash Covid. Crash Covid, tu vois. Et donc, moi, tu vois, j'entends ça, mais moi, j'étais anti-marché financier. J'étais anti-bourse, anti-crypto, etc. En fait, ça vient de mes schémas de l'enfance. J'ai petite, je me rappelle de mes parents qui s'embrouillent parce que mon père a acheté des actions sans le dire à ma daronne, tu vois. Et en fait, il a mis... Ça t'a choqué, quoi. Et en fait, il a mis... mais en fait, grosse embrouille à la maison et tout, parce qu'il a mis beaucoup de l'épargne de mes parents, tu vois. Et en fait, ma mère qui pète un câble, tu vois, en mode... Tu vois, en fait, il y a des phrases qui, moi, résonnaient dans ma tête, en mode, ouais, à cause de toi, on va se retrouver à la rue. Et en fait, moi, j'étais petite, donc je comprenais pas exactement ce qui se passe, mais je comprends que mon daron, il a fait une connerie, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, j'assimile... tout ce qui est action, bourse, on va se retrouver à la rue, c'est une connerie, il faut pas le faire, etc. C'est dangereux, tu vois. Et en fait, dans mon parcours, moi, j'ai pas envie de faire la misquine ou quoi que ce soit, mais dans mon parcours de vie, j'ai une insécurité financière où en fait, il y en a qui veulent faire de l'argent pour être libre, Moi, je rêve pas des grosses lambeaux, des gros trucs ou quoi. Je suis quelqu'un quand même qui est assez simple dans la vie, mais par contre, c'est très important pour moi d'être
financièrement en sécurité. Ouais, c'est surtout ça qui t'a drivé au travers de ce que tu as fait. Exactement. Et donc, tu vois, le fait d'avoir des biens immobiliers, d'avoir cette sécurité, de me dire plus tard la retraite, etc. Si on n'en a pas, j'assure déjà un peu ce qui se passe après. Donc, tu vois, moi, c'était vraiment me dire, OK, je veux une sécurité financière, je veux plus jamais me retrouver dans le doute de stresser pour quoi que ce soit. Je veux plus jamais, il y a une phrase, c'est vraiment, je veux plus jamais me dire le mois prochain. Le mois prochain, cette phrase, c'est ma hantise, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, les marchés financiers, à ce moment-là, c'était pas possible. Donc, je les entends quand même dire ça. Et en même temps, comme n'importe qui n'a jamais investi en crypto, dans le Bitcoin ou quoi que ce soit, moi, j'étais persuadée qu'il fallait acheter un Bitcoin en entier. Ouais, comme tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens disent attends, mais genre 10 000 ou même 70 000, 80 000. 100 000 euros maintenant. Mais oui. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait acheter un Bitcoin en entier. Donc, en fait, je suis en train d'acheter mon premier immeuble. Moi, déjà, je mets pas d'apport. Je suis moi dedans. Et je me dis, même auquel cas, j'ai un peu là d'épargne de côté. Parce que du coup, quand même, je bossais beaucoup. Tu vois, j'avais ma boîte. Moi, je t'ai dit, mon CDI, j'étais barmaid et tout. Même que j'ai mis un peu d'épargne de côté, il est hors de question que je mette 6 500 € sur un truc que je connais pas. Tu vois, erreur de ma vie, évidemment. mais parce qu'à l'époque, pour moi, c'était logique qu'on en achetait en entier. Je savais pas qu'on pouvait en acheter des fractions. Tu vois. Et donc, en fait, j'entends ça et en fait, je me dis, ouais, ok, bon, allez, de toute façon, c'est trop tard. Ça a augmenté déjà beaucoup trop. Et puis, je vais pas mettre 6 500 € sur un Bitcoin ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que tu me racontes. Allez, je laisse, tu vois. Numérique. Et donc, je laisse. Et en fait, le Bitcoin continue à augmenter, tu vois. Il passe de 6 000 à 8 000, à 10 000, à 12 000. Et ensuite, et ça a été vite, très vite. C'est ça. Et en fait, après les 13 000. Et qu'en fait, quand on arrive à 12 000, là, je me dis, bon, il était à 6 000. J'aurais pu doubler le capital. Non, mais oui, tu vois, parce qu'en fait, du coup, ce laps de temps a été très court, tu vois. Je venais de récupérer, parce que ça avait 6 mois, je venais juste de récupérer les clés de mon immeuble, tu vois. Donc, ça avait fait quoi? Genre en 4 mois, 5 mois, tu vois. Je me dis, attends, en fait, le temps que j'achète mon immeuble, il a déjà doublé, tu vois. Et en fait, en investissement immobilier, déjà, quand tu fais du 10% net à l'année, t'es très content. Ouais, t'es content, tu vois. complètement. Ouais. Donc là, quand tu te dis en 5-6 mois, tu fais 100 fois 2. 100%, tu te dis, bon, il y a quand même après, un il est allé encore plus vite. Il est allé 13 000 jusqu'à 30 000 direct avec Tesla. Ouais, non, mais c'est fou. Et du coup, tu vois, moi, c'est là que je me suis dit, bon, il y a quand même un truc. Donc, meuf, faut que tu comprennes. C'est quoi ce truc et tout. Parce que, bon, du coup, là, moi, j'avais encore mon épingle qui rentrait, etc. Et en fait, ce qui était très cool, c'est que, moi, si tu veux, confinement. Ma boîte, du coup, j'étais barmaid, tu vois. Ouais, fermée. Donc, j'étais au chômage partiel. Et pareil pour ma société, en fait, j'avais doublement d'aide. C'est-à-dire que je touchais le chômage partiel pour mon CDI, mais j'avais aussi les aides qui rentraient pour ma société parce que mon activité, du coup, elle était au ralenti. Tu pouvais prétendre malgré que tu sois en digital. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, parce que du coup, il y a plein de tournages que tu peux pas faire. Les sociétés, tu sais, tu peux pas envoyer les colis. Donc moi, je faisais des collaborations avec des marques, mais ils pouvaient pas m'envoyer non plus de produits, etc. Donc en fait, tu vois, forcément, ça ralentit mes collaborations, etc. Et en fait, en tant qu'auto-entreprise, ils disaient par rapport au chiffre d'affaires que tu as fait l'année dernière, si tu es en dessous de 50% de ton chiffre d'affaires, en tant qu'auto-entreprise, tu touches 1 500 € par mois. Ok. Voilà. Ça, c'est quand tu n'as pas de business physique. Quand tu avais un business physique, je crois que tu avais 10 000 € d'aide par mois ou un truc comme ça. Bon, moi, j'avais pas de business physique parce que je faisais tout à domicile. Mais bon. Donc, en fait, j'avais ces 2 aides qui rentraient. Et en fait, Covid, confinement, il y a tout qui est fermé. Enfin, en fait, moi, j'ai épargné de ouf à ce moment-là. Tu vois, parce que du coup, j'avais rien à acheter. Je t'ai dit, mon immeuble, il s'est tout autofinancé par la banque et tout. Donc, pas besoin de mettre d'apport ou quoi. Donc, je me retrouve quand même avec un petit peu d'épargne de côté, tu vois. Et du coup, je me dis, bon. Donc, je comprends que tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Et je me dis, bon, j'ai envie de tester. Je ne vais pas tester avec une somme de fou, mais j'ai envie de mettre un pied dedans pour comprendre en fait comment ça marche ce truc. Parce que la rentabilité est quand même cool. Tu vois, normal. Voilà. Donc, je commence à m'y intéresser. Et en fait, de par les connaissances que j'ai, je rentre dans un club de copy trading. Ok. Donc, au début... Je rentre dans un club de copy trading. Toujours la porte d'entrée. Ouais, c'est toujours le ouais, mais en vrai, donc moi, franchement, il y en a beaucoup qui critiquent. Moi, j'ai pas perdu d'argent, au contraire, tu vois. Mais je vous explique. Je bois un petit coup parce que j'ai trop soif. Donc, je commence avec copy trading. Je suis pas restée longtemps. Hein. Mais je me dis, bon, je sais pas par où commencer. Et puis, il faut bien commencer quelque part, en fait. Ouais, t'es obligé. Donc, en gros, c'est un club. Tu payes un ticket pour rentrer dans le club. Ils t'expliquent les stratégies DCA, les bases, tu vois. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que la crypto, le Bitcoin. Donc là, je commence à comprendre un peu ce que c'est, mais ça reste encore très flou. Et en fait, tu suis les alertes du trader qui te dit, tu rentres à tel prix, tu sors à tel prix, ton stop loss est de tel prix, patati patata. Donc moi, je me dis, bon, je mets 1 000 €. Je me dis 1 000 €, c'est une somme pour commencer.
ça va, tu vois, genre. Ouais, ça te convient. Ça va, mais si je les perds demain, ça remet pas ma vie en question. Voilà. Ça me fera chier, mais ça changera rien pour moi, tu vois. En gros, je me remettrai si je perds 1 000 €, tu vois. Donc je commence comme ça. J'investis donc ces 1 000 €. Je commence à suivre les trades de ce trader. Et en fait, en 10 jours, je fais plus 30%. Okay, donc en fait, je passe de 1 000 € à 1 300 €. Et là, dans ma tête, ça vrille encore plus. Ouais, tu te dis, purée, parce que je me dis, attends, là... 10 000, 3 000. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Où je me dis, attends, là, j'ai mis 1 000, j'ai gagné 300, ça change rien à ma vie. Mais là, en fait, en 10 jours, sur un truc que je connais pas du tout, j'aurais fait exactement les mêmes moves, mais avec un capital différent, j'aurais remplacé mon salaire. Ouais, puis avec de l'immobilier, ça t'aurait quasiment pris, tu vois, peut-être aller 2 à 3 ans, quoi, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. T'as fait 3 ans de perf en 30 jours. Même pas en 30 jours, en 10 jours, je te dis, tu vois. Ouais, et donc là, en fait, dans mon cerveau... ça vrille de partout, ça fuse de partout. Tu vois. Et là, je me dis, ok, si sans connaissance, sans rien comprendre, j'arrive à faire ça, qu'est-ce que ça va être si je me forme et si je le prends au sérieux vraiment, tu vois. Et en même temps, j'étais déjà aussi très mal à l'aise avec le fait de me dire, je connais pas ce trader, ça me fait chier de pas comprendre ce que je suis en train de faire et de, entre guillemets, tout remettre dans les mains, même si c'était moi qui gérais mes investissements. C'était pas un MLM ou c'était pas genre je mets sur une plateforme que j'étais sur Binance, tu vois, genre c'est pas un truc qui gérait pour moi. C'est vraiment moi qui faisais mes moves, tu vois. C'est bien tombé. Ouais. Donc c'est vraiment moi qui faisais mes moves et tout. Et du coup, je me dis ok, bon bah ça me fait quand même chier de suivre. Enfin, j'ai envie de comprendre ce que je fais avec mon argent et pas de le laisser comme ça. Bref, entre les mains de quelqu'un. Donc je me dis, c'est là où je vais me former, où il faut que je comprenne comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est que les cryptos, comment ça se fait qu'il y a ces rentabilités-là, jusqu'où ça peut aller, combien je peux perdre, etc. Je me suis posé plein de questions. De là, on est venu plein de vidéos YouTube que j'ai commencé à suivre. Ouais, forcément, ouais. Plein de comptes Insta, des groupes Discord, des groupes Telegram. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a du quali comme il y a des gros bâtards. Voilà. Ça, c'est vrai. Il y a des gros, il y a des gens compétents, quali, passionnés qui sont là pour le partage et pour l'entraide. Et donc ça, je vais te dire, c'est pour moi peut-être 20-25%. Ouais, et 75% de scams, de requins qui sont là pour t'arnaquer et pour te niquer ta thune. Et moi, en fait, ça, je le crame direct. Alors, je sais pas, je peux pas t'expliquer, mais ça, j'arrive à cerner tout de suite. Ça se voit quand même. Ouais, ça se voit et en même temps, tu sais. Parce qu'ils mettent en avant, ce qui est partagé, je pense, la façon dont ils disent les choses. Ouais, et en même temps, alors est-ce que c'est le fait que moi, du coup, je suis dans le marketing digital? Oui, et aussi, et que du coup, leur marketing, je le cerne. Moi, je trouve pas c'est pas si facile que ça à déceler. En fait, c'est hyper bien fait, je trouve. Non, mais c'est ça. Quand t'es novice de ouf, à mon avis, quand tu débutes, tu vois pas, tu peux pas faire la différence entre quelqu'un qui est compétent. C'est pour ça que tout le monde se fait quasiment arnaquer au moins une fois. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont très très bons dans le marketing, tu vois. En fait, ils ont un marketing de ouf, parce que sinon, si ton marketing il est éclaté, tu peux pas arnaquer les gens, tu vois. Et donc, en fait, forcément, il y a toute une stratégie de manipulation où tu mets aussi les gens en confiance, etc. Et c'est pour ça que je crache pas non plus sur les gens qui se sont fait avoir. Il faut arrêter de dire ils se sont fait avoir, c'est des gros cons. Non, c'est pas des gros cons. C'est juste qu'en fait, ils ont subi la manipulation du marketing qui a été mis en place. Et en fait, franchement, c'est pas facile. Puis c'est un marché qui est en France aujourd'hui. Tu parles de marché financier, que ce soit même une crypto-monnaie, tu vois, ou bourse, c'est pas du tout connu. Au contraire de l'immobilier, où là, oui, ok, c'est un truc où tout le monde connaît, même s'il faut se former, parce que comme tu l'as dit, si tu te formes pas, c'est chaud. Mais là, les marchés financiers, c'est un truc, c'est totalement inconnu, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc moi, enfin, et puis en plus, comme je disais, j'étais très, malgré que je mettais un pied dedans, moi, les marchés financiers, j'étais très, très réticente. Tu vois, parce que j'avais mes peurs à moi, où j'étais en mode, je vais pas faire confiance à tout le monde dans ce truc-là. Enfin, tu vois, j'étais quand même très, très réticente. Et donc, du coup, j'essaie de me former avec plusieurs personnes. C'est là où vous êtes arrivés aussi. Ouais, c'est vrai que c'était en 2021, ouais, ça. C'est là que vous êtes arrivés. Donc, en fait, il y a eu... en fait, je me suis dit, je ne veux pas me former qu'avec une seule personne. Je vais me former... Alors, après, il y en a, ils vont dire, ah ouais, donc elle a fait plein de formations et tout. Ouais, mais moi, j'assume, en fait. J'ai clairement fait plein de formations, mais sur tous les domaines. Je fais plein de formations en marketing, des formations en dropshipping, des formations en immobilier, etc. Et Dieu merci, je les ai fait parce qu'en fait, si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment parce que je me suis formée, en fait. J'aurais pu ne pas me former et peut-être que j'aurais fini par avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, mais jamais en aussi peu de temps. Jamais en aussi peu de temps, et j'aurais échoué 1000 fois avant d'avoir les résultats que j'ai actuellement. Donc franchement, il y en a qui sont anti-formation, et moi, c'est pas du tout mon cas. Et aujourd'hui, je peux le dire, si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai pris le temps de me former et j'ai investi sur moi. Petite parenthèse. Donc du coup, pareil, moi, toujours hyper réticente, je me dis, ok, je veux pas me former qu'avec une seule personne. Je veux avoir plusieurs avis différents, et comme ça, je garde, entre guillemets, mon libre arbitre.
par rapport aux arguments que chacun va me sortir et par rapport aux analyses de chacun, en fait, je vais mixer et me faire ma propre analyse à moi. Et je prendrai des décisions par rapport à ça. Donc c'est là où je rencontre Antoine. Oui, Antoine crypto-chimiste. Voilà, Antoine crypto-chimiste, lui qui est plus du coup sur tout ce qui est psychologie de marché. Du coup, il y a eu vous qui étiez plus en analyse technique. Et du coup, Thibaut le cryptopolitain, c'était plus et Rémi qui était plus sur la fonda. Donc en fait, c'était bien parce que j'arrivais à mixer aussi les différentes analyses et j'avais entre guillemets un spécialiste pour chaque analyse, quoi. Chaque analyse, exactement. Et en fait, ça m'a permis de voir aussi le marché dans son ensemble et en fait de comprendre en dehors de la spéculation, parce que ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était surtout la spéculation, forcément, comme tout le monde au début. Mais en fait, là, de vraiment comprendre qu'il y a un truc qui se passe, les gars, et ça nous dépasse complètement. Ouais, c'est tout un écosystème, en fait. C'est pas juste tu mets de l'argent, tu récupères. Il y a quand même un vrai truc derrière. C'est de fou. Et moi, tu vois, j'ai eu un parcours quand même dans mes études, où j'ai fait donc un bac économique et social. Après, derrière, j'ai eu un BTS compta, une licence économique et sociale. Enfin, tu vois, donc tout ce qui est économie, il y a quand même des choses qui me parlent beaucoup, tu vois. Donc, en fait, quand ça commence à parler d'inflation ou qu'on commence à m'expliquer qu'est-ce que le Bitcoin exactement, je comprends très, très vite en quoi c'est un truc incroyable, tu vois. En quoi sa rareté fait que... il est hyper puissant, comment ça peut impacter les marchés financiers et l'économie mondiale. Enfin, pas aussi rapidement, mais sur le long terme, tu vois. Et là, je me dis, waouh, là, les gars, c'est chaud. Ouais, là, on est dans un truc, on est aux prémices, quoi. Ouais, là, je me dis, c'est chaud, il y a un truc qui nous dépasse. Et en fait, très, très aussi reconnaissante de m'intéresser au sujet de façon early, finalement. Et en fait, le fait de comprendre aussi ce que c'est, ça lève aussi beaucoup de craintes sur les marchés financiers que j'appréhendais avant, tu vois. Donc là, je me dis, OK, je suis prête à mettre une partie de mon épargne qui est plus intéressante que les 1 000 € de base, tu vois. Donc là, en fait, il y a une bonne partie de mon épargne qui finalement venait des aides de l'État, tu vois. Merci. Il faut bien que ça serve. En fait, tu vois, genre, à ce moment-là, moi, genre, j'étais encore chez moi parce que, en fait, si tu veux, j'étais barmaid à Disney. Disney a mis énormément de temps à rouvrir, tu vois. Donc, je suis restée au chômage partiel pendant très longtemps. Donc, en fait, moi, cet argent, c'était un peu de l'argent qui tombait du ciel, mais tu vois, là, à ce moment-là, je commençais déjà à percevoir mes loyers et tout. Donc, en fait, j'avais pas... Enfin, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très simple. J'avais pas besoin... mon style de vie était très correct par rapport à ce que j'avais comme rentrée d'argent. Donc, en fait, je me suis dit, OK, indirectement, c'est comme si c'est de l'argent que j'avais pas. Donc, autant, si j'ai des risques à prendre, autant prendre des risques avec cet argent-là, tu vois. Et en fait, je les ai investis. Et là, 2021... c'était la ruée vers l'or. Ouais, là, c'était incroyable. Parce que c'est monté à 70 000, donc... Ouais, là, après, c'était incroyable. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis après, 2022, j'en ai fait... là, et tu vois, généralement, ça, c'est... même parcours, nous, je pense. Moi, je me rappelle, 2017, j'ai gagné énormément d'argent. Et puis, 2018, tu connais pas grand chose forcément, donc là ça baisse et tu perds ton je pense qu'il faut passer par là. Il y a pas, à part quelques cas isolés ou qui gagnent et qui arrivent à vendre au plus haut et qui évitent les baisses. Très peu. Il y en a très peu, mais je pense que tu es obligé de passer par là, de gagner beaucoup d'argent, puis après tu perds pas tout, mais tu perds une bonne partie. Voilà, exactement. En fait, moi c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai jamais été trop... J'étais impactée psychologiquement en 2022, mais parce qu'en fait, c'était un ensemble pour moi. Parce qu'il y avait tout qui partait en vrille. Je voyais vraiment en fait, tout ce que j'avais mis du temps à construire ces dernières années qui était en train de s'effondrer d'un seul coup. Et c'était très compliqué pour moi à gérer. Mais ce n'est pas tant le bear market qui m'a impactée psychologiquement, même si c'est des grosses sommes que je n'ai pas encaissées, forcément. Mais en fait, je n'ai jamais été en négatif par rapport à mon investissement de base. Ouais, complètement. Parce que, du coup, si tu veux, je ne suis jamais retournée vraiment à mes points d'entrée, ou en tout cas sur les alts, les points d'entrée, quand c'est revenu à mes points d'entrée, moi, j'avais déjà vendu. Mais en fait, j'ai quand même, par rapport à mon top, par rapport à mon ATH wallet, j'ai quand même perdu 70 à 80%. Tu vois. Donc, indirectement, je n'ai pas perdu ce que j'ai investi. Mais je ne me suis pas retrouvée en négatif par rapport à ce que j'avais investi, mais par contre, je me suis retrouvée à perdre des dizaines de milliers d'euros par rapport à ce que j'aurais pu encaisser et que je n'ai pas fait. Après, tu vois, ce qui est bien dans tout ce que tu as dit, c'est que, OK, en 2022, ça a été la descente aux enfers. Après, tu as pu te relever assez facilement. En fait, on peut croire que, mais c'est nul parce que, genre, elle a gagné beaucoup, donc ensuite, elle a tout perdu. Donc, en vrai, elle repart à zéro, mais en fait, tu repars pas vraiment à zéro parce que pendant
toutes ces années, tu as appris. Et en fait, ce qui fait que derrière, tu es capable de refaire exactement la la même chose. Il faut dissocier financier et puis après connaissance. Connaissance. Donc, certes, tu perds financièrement parlant, même si t'as pas, comme tu disais, tu n'as pas perdu, tu as juste pas encaissé. Voilà. Mais tu as surtout appris. Tu as surtout appris tes connaissances psychologiquement. De fou. Comment ça se passe. Après, c'est de la résilience, quoi. Bien sûr. Et après, moi, je me suis quand même jamais dit Bitcoin va à zéro. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement eu de conviction et compris ce que c'était que le Bitcoin. Et puis même en 2021, en fait, c'était tellement en train de monter et tout, qu'en fait, c'est là où tu cogitais, tu te disais, putain, si j'avais su, j'en aurais acheté plus. Si j'avais su, j'en aurais acheté plus. Et en fait, moi, ma seule crainte, c'était quand je voyais que le marché se cassait la gueule et que moi, je n'avais pas un rond, je me suis dit, j'espère que le marché repart pas sans moi. Genre, j'espère que je vais revenir bien avant que le marché reparte, parce qu'en fait j'avais jamais subi de bear market, donc je savais pas exactement comment ça se passait, même si on savait qu'il y avait les cycles de 4 ans, etc. Tu te dis ok, mais est-ce qu'il va y avoir un rebond et au final il va remonter et après stagner, enfin tu vois, moi je n'avais pas vécu vraiment. Et en fait très contente, parce que du coup tu vois, genre si j'avais eu peut-être du cash pendant la descente du bear market, peut-être que j'aurais acheté des couteaux qui tombent, alors que là en fait c'était pas possible pour moi. Donc au final moi c'est vraiment je t'ai dit, j'ai les planètes se sont alignées. Là où mes appartements, ils ont été tous loués. C'était novembre 2022. Donc vraiment, ça partir. C'est vraiment parce que c'était vers décembre, je crois qu'on a vraiment connu les 15 000 ou un truc comme ça. C'était sur le crash FTX. Hein. Ah oui, alors ça c'était octobre. Donc octobre, là, j'étais pas encore en mode. Enfin, je rentrais des petites centaines d'euros, mais c'était pas énorme. T'as quand même acheté au plus bas. Ouais, de ouf. Non, de ouf. Et c'est pour ça que bon, voilà, là, pareil, sur ce cycle-là, je m'en sors bien. Et c'est surtout que 2023, c'est là où j'ai commencé à me dire, je veux faire de l'argent pendant le bear market. Donc, je veux pas seulement attendre la hausse, parce que putain, qu'est-ce que c'était long quand même d'attendre que ce cycle y remonte. Et là, tu vois, je me dis, franchement, c'est une opportunité de fou, mais tu as l'impatience quand t'as vécu ton bull run, t'as vraiment l'impatience de dire, oh là là, quand est-ce que ça t'es encore dans la sauce d'un point de vue émotionnel, donc forcément, t'as cet esprit de rapidité, de vouloir faire le truc, alors qu'en vrai... Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais pas attendre chaque fois l'année du bull run pour partir. Donc, comment on fait ? Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à me former au trading, donc avec Zoé. Ouais, avec Zoé d'ailleurs. Avec Zoé. Et du coup, alors moi, j'ai pas le niveau de Zoé en trading. Avec toute l'humilité que j'ai, je sais que je suis pas à son niveau. Pour moi, elle est vraiment très, très forte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a ça m'a tellement aidé son apprentissage à même analyser pour mes investissements, comment faire des bons points d'entrée, des bons points de sortie, quand est-ce qu'on voit un retournement. Parce qu'en fait, ça, il y a quasiment personne qui nous a jamais appris à le faire, tu vois. Oui. Et même quand je vois sur même... Là, tu vois, genre, je vois sur Twitter et que je vois certains qui... Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Parce qu'en fait, tu me rends compte... En fait, non, mais c'est ouf parce que, tu sais, il y a des gens... Genre, c'est des personnes qui ont des grosses communautés et en fait... Les envoient droit dans le mur. Hein. Ouais, complètement. Non, mais après, pour leur défense, je pense que inconsciemment, c'est pas qu'ils les manipulent. Peut-être que oui, il y en a qui sont malveillants, mais en fait, je pense qu'il y en a, c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les compétences. Eux-mêmes, ils sont dans la sauce, en fait. Eux-mêmes, en fait, ils se disent juste, voilà, eux, typiquement, c'est les gens qui achètent les couteaux qui tombent, ça baisse, buy the dip. Non, il y a des fois, les gars, il n'y a pas de buy the dip à faire, en fait. Hein. Après, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect marketing, tu vois, qui sont obligés de faire ça pour vendre leurs produits, générer de l'argent, etc. Parce que c'est plus vendeur de dire, oui, ça y est, c'est le début du bull run, ça y est, ça repart to the moon, que de dire, non, attention, les gars, là, ça va baisser, faut peut-être vendre vos altes, etc. Il n'y a personne qui regarde ça. En vrai, on le fait tous un peu indirectement, tu vois aussi. Même s'il y en a qui abusent. Le problème, c'est que la réalité ne se vend pas, en fait. C'est ça, la réalité du marché. Très difficilement. Investir sur les marchés financiers, sera beaucoup moins visible que quelqu'un qui prône justement le... Moi, je pense que l'authenticité paye. Parce que moi, en fait, comme je t'ai dit, moi, vraiment, je vends rien. Mais en fait, comme tu vois, si tu veux, moi, je parlais vraiment d'investissement général sur mes réseaux. Tu vois. Donc, j'étais pas spécialisée sur la crypto de base. En fait, je partageais mon parcours en IMO, je partageais mon parcours en crypto. Les gens me disaient, mais comment tu fais ça ? Et en fait, je disais, écoute, tu vas voir tel coach en crypto si ça t'intéresse, tu vas voir tel coach en IMO, etc. Mais moi, je vendais rien directement de mes produits. Moi, ce que je faisais, c'était du marketing. Donc, j'étais community manager, j'avais une formation plus sur comment tu mets en place une boutique en ligne ou comment tu vends du coaching, mais c'était pas directement sur l'investissement. Je partageais mon parcours d'investissement. Il y a beaucoup de gens qui venaient me poser des questions. Mais autant je partageais les bons côtés comme les moins bons côtés. Hein. Le chantier de l'enfer, je l'ai partagé, repartagé. Tu vois. Et c'était chaud. Et en fait, je te dis ça
Je te dis ça parce que en fait, c'est vraiment à un événement crypto, donc à Surfin, où en fait, j'étais très frustrée parce que moi, il y a beaucoup d'investisseurs IMO qui me suivent, tu vois. Ouais. Et je me disais, pendant le bear market, je me disais comment tu peux avoir le mindset de l'investisseur, investir en IMO. Et quand tu investis en IMO, tu n'investis pas 10 000 euros, hein. Tu investis des centaines de milliers d'euros, tu vois. Comment tu peux être prêt à investir autant de sommes dans des investissements qui font 10% et ne pas t'intéresser à un minima au Bitcoin, tu vois. Pour moi, c'est improbable de te dire tu as le mindset d'investisseur et tu t'intéresses pas à cet investissement-là alors qu'il fait des rendements de ouf sans investir des centaines de milliers d'euros, tu vois. Même en investissant 5 000, 10 000, 20 000, tu vois. Mais mets au moins un peu de billes dedans. Ouais, au moins un petit peu. Au moins, quand tu vois ce que cet investissement est capable de faire en termes de renta, tu t'y intéresses, tu vois. Et ça, moi, je comprenais pas. Pourquoi il y avait autant d'investisseurs IMO qui s'y intéressaient pas. Et c'est là où je me suis dit, OK, soit, en fait, c'est très technique, la crypto, quand même, qu'on se le dise, tu vois. C'est très technique. Et en fait, je trouve que même ceux qui essayent de faire de leur mieux, ils le vulgarisent pas assez. Enfin, quand je dis pas assez, c'est que on veut pas trop vulgariser parce qu'on veut que ça reste authentique à ce que c'est réellement. Ouais, et accessible. Et en même temps, quand tu sais, c'est un autre vocabulaire. Hein. Moi, je suis arrivée dans la crypto. Après, je trouve qu'on stigmatise trop la crypto dans le sens c'est trop tech, etc. Mais toute la technologie, on s'en fout. Enfin, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir la blockchain? C'est pour ta culture G. Quand tu veux gagner de l'argent indirectement, t'achètes du Bitcoin, voilà, et c'est tout. Tu as juste besoin de savoir comment utiliser une plateforme, acheter, vendre, combien d'argent tu dois mettre. Tout à fait. Mais en fait, je pense que. Et si tu veux pousser le truc. Je pense que les investisseurs IMO, en fait, pour rentrer dans cette porte, il faut les mettre en confiance. Ouais. Et en fait, du coup, il faut qu'ils comprennent dans quoi ils investissent. Donc, c'est pas tant pour l'aspect tech, spéculatif. On va pas aller t'expliquer vraiment le minage, les nœuds, etc. Mais s'ils veulent comprendre, t'es un peu obligé, tu vois. Bah oui. Non, mais en fait, du coup, t'es quand même obligé de leur expliquer pourquoi c'est un investissement de ouf, tu vois. Le Bitcoin, alors les altcoins, pour moi, c'est vraiment à part. Surtout après ce cycle, je suis encore plus devenue. Là, maintenant, je suis quasiment en Bitcoin maxi à fond. Pour moi, les alts, c'est vraiment que pour le trading, tu vois. Mais voilà. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, ok, et peut-être que effectivement, le vocabulaire est pas assez vulgarisé. Peut-être que ça leur parle pas assez, ça ne met pas assez en confiance. Et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, je vais orienter mes réseaux plus sur la crypto. Mais pas pour être la top 1 de la meuf qui s'y connaît le plus en crypto. Non, en fait, moi, mon objectif, c'est juste me dire, j'ai une communauté d'investisseurs et je suis juste trop frustrée qu'ils ne s'intéressent pas à cet investissement. Parce qu'en fait, c'est trop, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je vais appeler ça la crypto pour les nuls, parce que comme ça, ceux qui n'y connaissent rien, et voilà, tu vois, genre, je vais apporter vraiment les bases de qu'est-ce que c'est, sans rentrer dans un truc hyper poussé, parce que de toute façon, encore une fois, je ne suis pas forcément... Même si ça fait quelques années maintenant, je me sens pas forcément, et puis même j'en ai pas envie, tu vois, de lancer une formation. Sérieusement, ça sert à rien, franchement. Donc je me suis juste dit, je vais créer du contenu là-dessus parce que moi ça me passionne, que c'est un investissement cool et que j'ai envie, en fait, tout simplement qu'il y ait plus de gens qui ont ce mindset de l'investissement qui se lancent. Et c'est comme ça en fait que du coup Clémence Crypto est arrivée. Ouais. Et du coup que l'aventure a commencé dans ce sens-là. Maintenant c'est pas pour autant, tu vois, genre, j'ai pas la prétention de dire que c'est avec le contenu que je crée sur mes réseaux sociaux que vous allez pouvoir analyser vos graphes, pas du tout, tu vois. Et moi, du coup, de ce fait-là, il y a de plus en plus de gens, du fait que je partage du contenu gratuit, qui sont venus me poser des questions. Parce qu'on en revient à l'authenticité, qui sont venus me poser des questions de, ouais, et du coup, tu penses quoi de ci, tu penses quoi de ça. Et en fait, moi, juste en partageant mon parcours et en étant transparente sur le truc de dire, OK, là, les gars, moi, je le sens pas, et graphiquement, je trouve que c'est de la merde, donc je sors. Mais quand moi je dis ça, et que, ou même tu vois avec Zoé on a fait un podcast et avec du coup l'équipe de Blox, tu vois, et qu'on disait ouais, pour nous c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin, on se faisait défoncer, on s'est fait lyncher parce qu'on était décembre, donc top, quasi au top, tu vois. Devant la réalité, encore une fois, tu vois. Et en fait, mais en fait, moi, tu vois, genre, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre, tu vois. Il y a des gens, ils sont là pour vous vendre du rêve, et effectivement, comme tu dis, il y a aussi un aspect marketing où du coup, pour vendre leurs produits, il y a l'euphorie qui arrive. Du coup, les gens, ils sont en mode, ils ont le FOMO et tout, ils se disent, ah ouais, mais alors c'est le moment, il y a Trump qui arrive et tout, est-ce qu'on achète du Bitcoin, tata. Et du coup, c'est aussi là où il y a beaucoup de gens qui vont faire le plus gros de leur chiffre d'affaires. Mais moi, en fait, en toute transparence, comme j'ai rien à vendre, je m'en bats les couilles. Et en fait, oui. Enfin, je te dis pas que à ce moment-là, je savais qu'on était au bottom, c'est faux, tu vois. Mais pour moi, quand tu rentres sur un Bitcoin qui a passé les 100 000 et que tu te dis, ok, il va peut-être aller à 150, peut-être, tu vois. Mais ça fait quoi, 100 000 à 150 ? Ça fait un plus 50%. 50%, ouais. Bon, franchement, c'est pas forcément le meilleur moment. Plus de chances de perdre 70%, tu vois. Voilà, exactement. Donc moi, je me dis, ce rapport gain-perte. En fait, c'est exactement ça. Donc du coup, Donc ouais, on s'est fait lyncher et en fait, effectivement, il y a eu certains moves
où en fait, tu vois, tout le monde était dans l'euphorie et tout. Et quand j'ai dit, vas-y, moi, je vends. Et il y a tout le monde qui était, comment ça tu vends, mais what the fuck, pas du tout, tu fais une connerie. Même, j'ai reçu des messages et tout. Hein. Je recevais des messages et tout, de traders et tout, qui me disaient, ouais, faut pas du tout vendre. Ah, carrément. Ouais. Et moi, j'étais là, ouais, ta gueule. Non, mais tu sais, mais en rigolant, tu vois. Mais il y a 90% des gens qui perdent de l'argent, donc forcément, 90%. C'est que forcément, dans notre commu, à ce moment-là, dans le Discord, c'était pareil. Hein. Alors, on comprenait pas les gens. On avait vendu 100% USDT, enfin, en étant USDT, quoi. Et puis les gens comprenaient pas, en fait. Il s'est fait lyncher, lui, par message. Ouais, moi, je me suis fait. Il y a des gens, ils disaient, ouais, pourquoi vous vendez on a perdu un tout petit peu. Monter et tout, alors que le truc, quelques semaines après, ça a baissé encore de moins 50%. Quoi. Ouais. Bah écoute, moi, tu vois, genre, c'est. En fait, je t'ai dit, j'ai vendu quand on est sorti du range. En fait, dès que j'ai vu qu'on sortait le range, on cassait le truc, j'ai vendu, je crois, 50-75%. Et genre, après, à 88, j'ai tout vendu. Ouais, bah oui. Et c'est là où. Et en fait, tu vois, donc pareil, quand au début j'ai vendu à 75%, les gens ils étaient en mode what the fuck et tout, tu fais quoi et tout ça. Et en fait, quand ils ont commencé à voir que ça descendait et qu'après moi j'ai tout vendu, et qu'en plus après, il y a encore plus envie que ça allait bien baissé, surtout les alts. Parce qu'en fait, la majorité était en mode l'alt season, tu vois. Donc les alts, elles ont pris encore plus cher, parce qu'encore Bitcoin, j'ai envie de te dire, bon, il a perdu 30%, ça va, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf. Et en fait, c'est là où. Voilà, tu vois. Et en fait, là, l'authenticité, tu vois, moi, j'ai pas vendu du rêve. Et au début, ouais, certes, tu vois, genre les gens, ils étaient dans l'incompréhension. Et on s'est fait lyncher avec Zoé sur ce podcast-là, tu vois. Mais au final, là, aujourd'hui. Du coup, les gens, ils me disent, ok, meuf, comment t'as vu ça, comment tu l'as anticipé, Moi, genre, j'ai envie de comprendre en fait et d'analyser un graphe et tout. Et moi, je suis là en mode, non, les gars, moi, je n'accompagne pas. Et puis en fait, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et en fait, je pars en Thaïlande, donc je peux pas te facturer. Même si je le voulais, je peux pas te facturer. Et de toute façon, moi, je me sens pas du tout légitime parce qu'encore une fois, je me considère pas comme tradeuse pro, mais encore une fois, c'est grâce au trading, grâce à l'analyse technique que ça m'a grave aidé, même dans mon investissement. Non, mais c'est vrai. Mais moi, vraiment, genre pour moi, aujourd'hui, si tu investis en crypto, même en bourse, parce que pour moi, c'est pareil, un crypto ou en bourse, et que tu sais pas lire un graphe, c'est mort. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, que ça soit une action ou une crypto-monnaie, c'est une valeur. La valeur, c'est de l'offre et la demande, et l'offre et la demande, tu la vois qu'à un seul endroit, en détail, c'est sur un graphique. Ouais. Donc après, oui, tu peux analyser, je dis pas, dans la bourse, c'est beaucoup plus sensé d'analyser également du fonda sur la boîte, machin. Mais en crypto, le fonda, c'est tellement subjectif, tu vois. Enfin, après, je vais pas critiquer, voilà, parce que bon, je connais des personnes avec qui on a travaillé, et en vrai, il y a quand même du bon travail derrière. Mais pour moi, c'est pas ça qui va te dire, enfin, qui va te permettre de bien investir. En fait, dans un contexte favorable, ok, tu vois, le fonda, il peut aider parce qu'il y a le marché qui est en effervescence et que t'es en bonne. Ouais, mais favorable, tout le monde. Non, mais mais c'est ça le truc. C'est qu'à partir du moment où il y a un peu de complexité, le contexte il change et que tu vois graphiquement que ça va trop vite. Ouais, en fait, voilà. Ça va trop vite. Bah, c'est mort, quoi. Même là, tu vois. Surtout que le marché crypto aujourd'hui, tu vois, c'est très peu développé. Enfin, c'est encore peanuts, quoi. Donc bon, les projets, ça va, ça vient. Non, mais exactement. Donc, et après, moi, je crois que j'avais vu un reels de toi et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement ça, tu vois, où tu disais, franchement, le fonda, on s'en fout. Mais après, je dis pas que le fonda n'est pas intéressant. Franchement, moi, je trouve ça hyper pertinent, effectivement, de s'intéresser au projet crypto et de savoir en fait comment la technologie est en train de se développer. Mais en fait, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui va prendre en compte une décision d'investissement. C'est pas ça qui va te faire acheter. Parce qu'en fait, comme tu disais très bien dans ce reel, tu disais ouais, pour moi la fonda, on s'en fout parce que quand tu vois qu'effectivement ETH sur l'année de bull run, qui est un projet quand même solide, tu vois, etc. Et qui fait moins 68%. Sur l'année du bull run. Alors que tu as des têtes de chiens qui font plus 500%. J'ai acheté du Popcat l'année dernière, j'ai fait un x30 en un mois. Et j'ai de toute façon, je pense qu'il y a une réalité qui est dure à accepter aujourd'hui, c'est que dans le marché crypto, plus ton projet est bon, moins il va perf. Ça c'est une réalité qu'il faut accepter. Ça dépend lesquels. Non. Mais en fait, oui, sérieusement. Depuis la bulle ICO, je suis désolé, mais en vrai, t'as juste Solana qui a. On peut. Mais pareil, les gens vont dire, mais regarde Solana. Mais Solana, c'est 1% de toutes les cryptos. Je suis désolé, Solana, c'est pas la blockchain non plus. Là, pour l'instant, c'est là où il y a toutes les merdes. Non, mais après, alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je suis OK sur le fait de se dire que pour moi, c'est pas la fonda qui fait l'investissement. Parce que, en tout cas, le marché est trop jeune.
il n'est pas assez mature et trop manipulé. Et en fait, la technologie avance tellement vite qu'en fait, les gens qui me disent je hold mes altcoins jusqu'au prochain cycle, MDR, bah holdez bien, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, tu vas bien pouvoir holder toute ta vie même. Non, mais tu sais pas du tout si en fait tes cryptos elles retrouveront le prix qu'il y a actuellement. Donc en fait, c'est complètement stupide de holder. Les altcoins, je parle sur du long terme. Bitcoin, à limite, si tu fais une DCA à très long terme, fais ta vie, mais bon, les altcoins, moi je suis pas OK, tu vois. Après, les gens mettent trop d'émotionnel, tu vois, dans tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'investissement, tu parles d'immobilier ou de bourse, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est vrai que l'humain, il y a de l'émotionnel partout et l'humain ne comprend pas que, en fait, dans les marchés financiers, il faut vraiment pas avoir d'émotionnel. C'est ce qui va te faire perdre de l'argent, en fait. Mais en fait, aussi, surtout pas d'attache, en fait. Désolée, mais ce qui fait perdre de l'argent, quand tu dis ouais, c'est l'émotionnel, c'est vrai, mais vraiment, hein, j'ai le seum, alors pas tous, parce que j'ai des potes maintenant dans la crypto, etc. Mais sur Twitter, il y a plein de gens que je connais pas, c'est des gros bâtards. Quand je dis c'est des gros bâtards, mais c'est vraiment genre, rendez-vous compte de ce que vous dites, parce que vous êtes en train de niquer la vie peut-être de plusieurs personnes. Quand vous dites, vendez pas, celui qui vend, vous êtes des petites couilles ou je sais pas quoi, vous êtes des petites merdes. Mais les gars, si, à un moment donné, ceux qui disent qu'il faut jamais vendre et que, en gros, vous tapez, en fait, c'est très masculin encore, le marché de la crypto. On est de plus en plus de meufs, mais c'est quand même très masculin. Et donc, en fait, les gars, vous avez un ego de ouf. Que les femmes, on a moins. Non, mais c'est vrai. Quand les femmes, on a moins. Donc, en fait, quand il y a un gars qui vous dit, ah, t'as vendu espèce de petite couille ou je sais pas quoi, tout de suite, les gars, ils sont en mode, en plus, lui, il a plus de notoriété que moi, il est dans la crypto depuis plus longtemps que moi. Donc, forcément, tu vois, t'as des biais de preuve sociale où tu crois qu'il a raison, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Genre, gros, c'est toi et ton investissement, c'est toi et ton argent. Si tu sais pas ce que tu fais, si là, t'es au niveau de ton risque, t'es à la limite de ce que t'es capable et prêt à perdre, bah oui, revends. Et en fait, moi, c'est ça qui me vénère sur Twitter. C'est vraiment de me dire, en fait, c'est très dans le jugement et dans la culpabilité de ceux qui vont vouloir revendre. Les gars, moi, je vous le dis, si à un moment, il faut revendre, et si vous arrivez à un moment où vous vous sentez pas à l'aise avec ce qui se passe sur le marché, mais revendez. Et en fait, rien ne vous empêche de re-rentrer plus tard. Alors peut-être que vous ferez une moins bonne perf, et peut-être qu'au lieu de faire 1 x 3, vous ferez que 1 x 2 ou 1 x 1,5, tu vois. Mais en vrai, vous avez sécurisé votre capital, et ça, c'est le plus important. Mais le problème, c'est la légitimité, tu vois, comme tu disais. C'est-à-dire que quand tu débutes aujourd'hui, tu peux pas. C'est trop compliqué de prendre des décisions tout seul, et du coup, tu es obligé de te baser sur quelqu'un de plus expérimenté. Maintenant, si tu tombes sur le mauvais gars, forcément, tu vas te faire allumer, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que... Et le problème, c'est qu'il y a 90% de mauvais gars. Donc, en fait, c'est que... Il y a des mauvais gars qui sont, comme on l'a dit, des gros requins et des gros bâtards. Il y a des gars qui sont bienveillants, mais qui sont nuls. Qui sont nuls. Mais tu vois, genre qui eux-mêmes, ils pensent faire bien pour leur investissement. Donc, en fait, ils pensent bien conseiller, alors qu'en fait, malheureusement, ils envoient les gens dans le mur. Mais du coup, tu vois, ça, c'est... On va dire que je les excuse et en même temps, ils s'y connaissent pas trop. Donc tu vois, genre, après, ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent aussi. Mais tu vois, genre, effectivement, moi, quand je vois sur Twitter, ils sont anti-vente. Faut jamais vendre ses cryptos, sinon t'es une petite merde. Et en plus, anti-formation en ligne. Genre, tous ceux qui ont une formation en ligne, genre, c'est des gros bâtards, c'est des escrocs, ils font de l'argent sur votre dos, etc. Bah, les gars, la meilleure façon de perdre de l'argent en crypto, c'est de pas vous former. D'écouter ces gens-là. Non, mais de pas vous former et de pas vendre vos cryptos, en fait. Donc, surtout, moi, tu vois, genre, sur ça, je suis un peu en mode. Après, le marché de la formation en France, il est éclaté aussi, il faut dire. Après, en fait, les gens changent de mentalité surtout dans les marchés financiers. Tu vois. Je trouve qu'il y a un gros paradoxe entre l'investissement et la formation en ligne sur l'IMO et sur les marchés financiers. Tu vois. Dans l'IMO, tu es obligé de te former, tu peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que moi, tu vois, parce que la porte d'entrée, il y a un gap énorme. Tu vois, tu te dis entre j'ai investi 1 000 € dans le Bitcoin, balai que j'ai pas envie de me former, et ne pas me former et investir 150 000 €, 200 000 dans un bien IMO. Pas possible, tu vois. Tu vas à ta ruine, tu vas à ta perte. Après, moi, tu vois, je pars du principe aussi que ça dépend quel est le capital que tu vas investir. Tu vas investir 500 balles, va pas te former, genre, t'en bats les couilles. 500 balles. Mais ça dépend de la valeur que tu mets derrière cet argent. Ça, je trouve, en fait, non, mais moi, tu vois, genre, je me dis, tu vas investir 500 balles en crypto, tu vas pas aller prendre une formation à 4000. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais ça peut peut-être te débloquer. Mais tout dépend de ce que tu veux quand même. Je pense Clément derrière en vrai, tu vois. Moi, je la formation à 4000, elle peut t'apprendre à comment générer 40 000, 100 000 € derrière. Tu vois. Mais peut-être que tu vas avoir le déclic dans la formation. Moi, tu vois, je pars du principe que si t'as pas un capital suffisamment intéressant. Après, c'est mon point de vue. Hein. Oui, aussi. Ouais. Moi, je pars du principe que si t'as pas un capital intéressant, je dis intéressant, c'est de dire allez au moins une somme à 4 chiffres, tu vois, donc 1000, 2000, 5000. Franchement, si t'es là pour
investir en crypto, déjà, tu as envie de commencer à comprendre ce que c'est. Oui, aussi. Tu fais un DCA avec tes 500 balles, tu investis sur du Bitcoin et basta. Il y a 99% de proba qui se fassent détruire, tu vois. Qui se fassent détruire, tu vois. En bear market, sur du Bitcoin, en DCA, ça va. Ouais, mais le problème de ça, c'est le DCA, tu vois, c'est bien. La vision, elle est bonne, mais les gens ne l'adoptent pas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont. Moi, je trouve pas, moi. C'est-à-dire que les gens pensent DCA, mais ils vont DCA peut-être 1 an, 6 mois, tu vois. Généralement, les gens DCA quand ça monte. Et puis quand ça baisse, ils se disent putain, ouais, c'est bizarre que ça baisse et tout, je fais quoi? Ils n'ont pas la vision long terme qu'il faut par rapport à la strat, tu vois. Ah ouais, moi je sais pas, je me dis. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Hein. Oui, voilà, c'est vous avec c'est un votre constat expérience. de par la commune. Après, tu as 2 types de personnes. Enfin, parce que nous, on le voit depuis toutes ces années. Moi, je le vois avec les appels que j'ai. Tu as les personnes qui vont investir dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont vu la petite lumière au bout du tunnel. Et ces gens-là, généralement, ils vont pas se former parce que voilà, pour eux, il n'y a pas d'intérêt, mais ils n'ont pas d'objectif derrière, tu vois. Et par contre, tu as les personnes là qui vont vouloir investir, qui l'ont soit déjà fait depuis très peu, enfin récemment, ou alors ceux qui n'ont pas encore fait parce qu'ils y connaissent rien. Et par contre, eux, ils ont vraiment un objectif précis derrière. Et ces gens-là vont vraiment se former parce que ils y connaissent rien. Ils savent que même s'ils investissent 500 ou je sais pas, même 10 000, dans tous les cas, ils ont un objectif qui est précis derrière. Donc, en fait, ils vont quand même avoir besoin de se former parce qu'ils veulent atteindre cet objectif. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui veulent pas se former et qui investissent comme ça à l'arrache, c'est parce que généralement, ils savent même pas pourquoi ils investissent de base, tu vois. Parce qu'ils veulent juste gagner de l'argent, mais bon, gagner de l'argent, ça te dit pas ce que tu veux au final quand même derrière. Ouais. Et moi, je trouve que c'est trop inconscient de faire ça. Vraiment, mais c'est tellement inconscient. Oui. L'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Non. Que même en crypto, quand tu fais des gros rendements, encore une fois, en fait, c'est autant à la hausse qu'à la baisse. Et c'est ça le truc. Et en fait, du coup, déjà, on ne vend pas au top. C'est impossible de vendre au top, à moins vraiment que tu aies des coronesses comme ça, mais c'est plus là pour le coup de la chance qu'autre chose. Maintenant, même si tu as des indicateurs qui te montrent que le marché surchauffe et tout, tu peux sécuriser presque au top et prendre une bonne partie de tes bénéfices, mais c'est chaud, tu vois. Maintenant, moi, je suis OK. Franchement, ne pas se former dans un milieu comme la crypto, pour moi, c'est suicidaire. Et même se former dans la crypto, si c'est pas une formation qui t'apprend l'analyse technique, c'est pas ouf. Parce qu'il y en a plein qui savent ce que c'est que la tech, qui savent ce que c'est que analyser une crypto, le fonda, ouais, ok, super, le projet il est trop bien. Mais en réalité, si graphiquement ils savent pas voir, c'est hyper sous-côté, s'ils savent pas voir des retournements ou qu'ils n'arrivent pas à analyser des zones de vente, etc. Bon les gars, bonne chance aussi, hein. Super, vous comprenez ce que c'est que le marché de la crypto, mais bon courage, tu vois. Ouais, complètement. Et t'as dit un truc qui est intéressant, c'est qu'en vrai, avec la crypto, tu peux gagner bien plus que dans l'IMO, de la bourse ou ce que tu veux, d'ailleurs. Mais par contre, également, tu peux également perdre très vite. Faut pas l'oublier. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ont tendance à beaucoup l'oublier. Après, dans l'IMO, tu peux perdre énormément aussi. Ouais, si tu te formes mais pas aussi vite. Ouais. Pas aussi vite. C'est plus long. Parce qu'en fait, le truc. Non, mais c'est vrai. Ça fait plus mal. Non, mais en fait, tu vois, autant. Je préfère perdre d'un coup que. Non, parce qu'en fait, je pense que tu veux, comme c'est plus long, tu as le temps de voir les choses arriver en IMO. Ah ouais. Ça veut dire que, tu vois, autant ta rentabilité, c'est long, hein, tu vois. Genre par rapport aux crypto ou même au marché financier tradit, tu vois. C'est long pour faire un plus 20, plus 30%, tu vois. Ça se parle en années, vraiment, tu vois. Donc, en fait, la baisse aussi, elle se fait en année. Tu perds pas un moins 50% en IMO en un an, tu vois. Ça va se faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, en fait, à partir du moment où, tu vois, le marché, il sent pas bon, tu es aussi libre de te dire, OK, je revends. Mais tu peux optimiser plus facilement. Mais c'est moins liquide, donc c'est plus long, c'est plus difficile. Mais tu vois, du coup, que ce soit à la hausse comme à la baisse, pareil, tu vois. L'IMO, tu peux l'anticiper un peu plus, donc tu perdras jamais autant... Enfin, c'est pas que tu perdras jamais autant, parce qu'en fait, ça dépend aussi quel investissement tu as, mais c'est moins risqué quand même, parce que tu as ce truc où tu peux anticiper la baisse. Tu vois. Mais c'est possible d'acheter un bien et de trouver quelque chose, une malfaçon dans le bien qui te fait perdre toute sa valeur ou... Oui. Ça t'est arrivé, toi, non ? Non. Moi, tu connais peut-être des gens. Non, mais il y en a eu plein, des galères en IMO. C'est ça dont je parlais, moi. Tu vois. T'achètes un truc à 200 000 euros, puis tu te rends compte je connais un mois après, ça vaut 50 000. Tu vois. Non, mais bien sûr. Mais je connais quelqu'un, genre. C'est ça le pire, je connais quelqu'un d'un gré de ouf. Je donnerai pas de nom parce que. Ouais, par respect pour lui quand même. Mais je connais quelqu'un qui a voulu faire construire sa maison. Et qui achète du coup un terrain. Et donc il passe chez le notaire, etc. Machin. Et en fait, au moment où tu sais, t'as un truc de construction à déposer, tu as un permis de construire à déposer à la mairie, etc. Et donc, quand le permis de construire est déposé, y a les voisins, tu vois, qui, tu dois être obligé de mettre une affiche, tu vois. Tu as les voisins qui font un recours à la mairie en mode non,
On construit pas, c'est pas possible et tout. Il y a un cahier des charges, etc. On construit pas ici. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as une maison qui se construit à côté de la tienne, si c'est mitoyen par exemple, ta maison perd de la valeur. Donc les voisins s'opposent à ça. Et en fait, du coup, en faisant le recours, donc la mairie vérifie et en fait, le terrain est non constructible. Mais comment il a pu l'avoir ? Et donc en fait, ça a été une erreur du notaire parce que le notaire a vendu à cette personne un terrain présumé constructible en ne citant pas le cahier des charges au moment de la vente. Donc en fait, la personne pensait vraiment acheter un terrain constructible, alors que en fait, au niveau du cahier des charges, le terrain est non constructible. Donc là, tu passes d'un terrain à plus de 200 000 euros à un terrain qui en vaut 30. Putain, merde. Tu vois, et toi, tu as pris un crédit derrière, etc. Et derrière, tu peux pas te retourner contre. Ah, bah si, du coup, après, là, il y a toute une procédure contre le notaire, etc. C'est galère, et après, il y a des assurances qui peuvent. Ton crédit, il a commencé, tu vois. Enfin, tu perds quand même. Ton crédit, il commence. Donc, tu as quand même des mensualités de crédit à rembourser. Et à côté de ça, tu as toute une procédure judiciaire qui se met en place où tu n'es pas sûr non plus de gagner, tu vois. Et à côté de ça, la justice française et le système français super bien et super efficace et très, très long. Donc là, tu perds du temps et à la fois tu perds de l'argent. Donc là, c'est compliqué. Pour la petite histoire, ça s'est bien passé. La personne a gagné, l'assurance a pris en charge. Donc en fait, elle a récupéré son investissement et elle peut construire maintenant sa maison qui est passée. Faites de la crypto. Non mais c'est pas facile. Après la crypto ça évite tout ça, mais bon c'est pas les mêmes risques quoi. Ouais, après disons que la crypto tu perds, ça tu l'as vu, voilà c'est figé là, c'est bon nickel. Je trouve que c'est ça qui est bien, tu vois. Mais ça applique. Non mais c'est vrai. C'est direct. Tu gagnes, tu perds. Mais c'est vrai, c'est que tu as une résolution immédiate en fait de la position ou de l'investissement, tu vois. C'est-à-dire que soit tu as fait un bon choix, soit tu vas pas faire un bon choix et puis au moins tu sais c'est pas la même psychologie derrière, c'est pas les mêmes émotions. Ouais, mais au moins t'es dans le bain direct, tu te dis OK, j'ai fait un bon investissement, je gagne, j'ai fait un mauvais, je perds et j'apprends direct. Mais en fait, c'est-à-dire que le laps de temps est très court. Le truc qui est traître en crypto, c'est que même quand tu fais un bon investissement, les gens sont cupides. Ils veulent pas vendre, tu vois. Mais t'en as plein et ça, moi, tu vois là, c'est une majorité de personnes. C'est un truc de fou. Moi, j'avais acheté Solana là, je l'avais acheté du coup pendant le bear market. Mon prix d'entrée moyen, il était à $17. Ouais, donc les points bas quasiment. Voilà, donc vraiment, je vois bien, tu vois. Prix d'entrée, $17. Donc là, tu vois, je vois, c'était quoi, mars 2024 ? Il s'envolait. Il monte 190, 200, il est monté jusqu'à 220. Après, il redescend à 200, 190. Moi, sur la redescente, direct, là, j'ai vendu, tu vois. J'ai dit, attends. Et en fait, tu vois, je me suis dit, Clémence, tu viens de faire un bull run où tu as gagné de l'argent, un bear market, tu as perdu beaucoup. Et là, tu viens de faire un x12 et tu ne revends pas à x12. Si tu ne revends pas à x12, tu as un problème psychologique. Je me suis dit, t'as un problème psychologique. Et en fait, du coup, j'ai vendu tous mes Solana à ce moment-là. Et en fait, après, depuis mars 2024, après, t'as eu la grosse chute jusqu'à août, où il a fait, pas tout à fait, mais presque moins 50%. Si, il a fait moins 50%, parce qu'il était à 220, on est parti à 110, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu vois, et c'est là, en fait, où je me dis, tu peux faire quand même des bons investissements, mais ta psychologie, à un moment donné, les gars, il faut sécuriser et il faut vendre. Et en fait, c'est ça, t'as tellement de biais, t'as tellement de gens qui disent faut pas vendre, hold, ça va monter, bull run, alt season, etc. Qu'à un moment donné, oui, c'est vrai, il y aura possiblement une alt season, mais la season, ça peut être aussi une fenêtre de tir très courte. Ça peut être 3 semaines, comme ça peut être 3 mois en fait. Et ça, les gens sont pas préparés psychologiquement. En fait, tu sais pas quand ça va arriver, tu sais pas surtout la façon dont ça va se passer. Donc quand je dis la façon dont ça va se passer, peut-être que ça va commencer à monter et puis tu vas te ramasser un gros red flag là, tu sais pas pourquoi. Et puis ensuite ça va péter. Mais est-ce que pendant cette grosse baisse, tu vas pas revendre ou alors je sais pas quoi, et ce qui fait que derrière tu vas rater l'opportunité que tu devais avoir à la fin quoi. Mais en fait tu vois pareil, moi, il y a des gens, du coup, ils me disent, ouais, c'est quoi ton plan sur les cryptos ? En fait, mon plan, les gars, c'est hyper dur de vous l'expliquer. Non, mais c'est hyper dur de vous l'expliquer parce qu'en fait, mon plan sur les cryptos, ça va dépendre du graphe, surtout. Ouais, c'est hyper flexible. Ouais, de ce qui se passe. Il y a tellement de facteurs, en fait. En fait, pour moi, tu dois avoir une strat. Et tu vois, avec Thibaut, là, on a optimisé la strat. Et en vrai, maintenant, moi, personnellement, je pars beaucoup plus sur du x2. Et je revends tout, limite, maintenant. En fait, on s'est rendu compte que limite... rester sur du x2, donc tu revends tout à x2, ensuite tu vas sur une autre crypto, tu fais la même chose, tu gagnes au final plus d'argent que si tu fais x2, tu revends un peu et ensuite tu essayes de spéculer. Et en fait, tu spécules et ensuite ça baisse et ça va peut-être descendre en dessous de ton x2, ce qui fait que tu vas faire moins de rentabilité. Ouais, après, faut trouver aussi, tu sais, à un moment, je sais, justement, tu vois, février-mars 2024, les altes, elles avaient bien pump. Ouais, tu vois. Et en fait,
c'était aussi plus trop évident de retrouver des alts où le graphe était prêt encore à exploser et n'avait pas encore, tu vois. Donc en fait, il y a aussi une question je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Il y a aussi une question de timing. Il y a aussi une question de timing où en fait aussi ce qui est dur parfois, c'est de savoir rester hors du marché. Tu vois, et aussi de se dire, ok, bah là j'ai pris mes bénéfices, le marché est en surchauffe, et ben maintenant j'attends que le marché refroidisse et qu'on redescende. Et en fait, on a tellement envie de faire d'argent que c'est très dur de rester inactif. En fait, on est c'est pour ça que les gens tendent vers le trading. Oui, aussi. Le court terme. Parce qu'au moins, ils ont plein de choses à faire. Ils font des trucs, tu vois, ils achètent, ils vendent et ils se sont dit, oh putain, trop bien. Mais nous, on s'est rendu compte que les gens. Il y a un gros problème de patience. Au bout de quelques années, avec Thibaut, on s'est dit, putain, mais les gens, en fait. Ce qu'ils veulent, ok, ils veulent gagner de l'argent, mais ils veulent surtout être dans l'action. Ouais, je sais même pas s'ils veulent gagner. En fait, ils veulent investir, mais surtout être dans l'action. En fait, constamment. Ouais, mais non, mais ça c'est parce que. En fait, ça c'est, je pense, c'est psychologique, c'est la dopamine aussi, tu vois. C'est qu'en fait, ils se sentent un peu, tu vois, genre, il y a un truc où tu gagnes de l'argent et où tu te dis j'ai envie de gagner plus d'argent. Et en fait, pour gagner plus d'argent, tu as l'impression que si tu fais des choses, tu gagnes plus. Ouais, tu vas le faire. Alors qu'en fait, parfois, il suffit juste d'attendre. Après, c'est vrai que les marchés financiers, notamment le côté spéculatif, on a à l'encontre vraiment de tout ce qu'on a pu nous apprendre, nous inculquer. Ouais, dans la vie. C'est-à-dire, travaille plus pour gagner plus. Ouais, mais non. D'investissement, non, mais c'est vrai. Mais d'investissement, c'est complètement différent. C'est moins t'en fais, mieux c'est. C'est fait intelligemment et ensuite, tu vois, l'argent va arriver. Ouais, mais en fait, même en dehors de faire intelligemment, c'est en fait, faut vraiment avoir des compétences, tu vois. Et ça. Alors je dis pas, tu vois, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais t'as tout sur YouTube aujourd'hui. Mais en fait, les gars, le truc c'est que vraiment la crypto, t'as trop. En fait, la crypto évolue trop vite. La crypto évolue trop vite et en fait, ce que vous allez trouver sur YouTube il y a 1 an, c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Alors pour le trading, il y a des stratégies de trading que vous pouvez y trouver il y a 3 ans qui vont être encore faisables aujourd'hui. Mais en fait, il y a tellement de gens pas compétents que qu'est-ce qui vous dit que la personne, en fait, que la vidéo YouTube que vous avez vue, que la personne elle a vraiment des résultats, etc. Et en fait, moi, c'est là où je pense... Elle a donné qu'une partie de sa stratégie. Oui, voilà. Tu vois. Donne jamais non, mais c'est trop facile. Enfin, quand tu fais du trading, on a tous eu un trade qui a été incroyable. Tu vois, c'est trop facile de montrer ton trade incroyable et de dire voilà, la dernière fois j'ai fait ça. Ok, super. Trop bien, tu vois. On a tous été dans ce cas-là. Maintenant, montre-moi le trade où tu t'es planté, tu vois. Parce que c'est ça. Combien de fois t'as perdu. Tu vois. Genre bon. Donc bon, non, moi de toute façon, moi je suis une convaincue. Encore une fois, j'aurais jamais appris à apprendre à analyser un graphe. Et encore une fois, je suis pas non plus une professionnelle, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai cette humilité-là de le dire. J'ai plein de choses, de compétences encore à améliorer, mais au moins je sais aujourd'hui que je suis autonome sur mes investissements, que je peux analyser directement et me dire ok, là pour moi on est dans une zone à risque, là je vois tel pattern ou telle zone, et ben là je revends cette partie, là je suis dans une zone bien et le graphe il est cool donc je rachète. Donc il y a des choses où je sais que je peux faire mes strats toute seule et en même temps si je m'étais pas formée ça aurait été impossible. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu conseilles vraiment aux personnes de s'éduquer, de se former dans n'importe quoi. Mais bien sûr, parce que de toute façon, en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils sont là, enfin, pas tous, mais en fait, je parle des petits genoux, là, parce que pour moi, c'est des petits genoux, tu vois. Ils sont là en mode, je fais la daronne, tu vois, ceux qui sont en mode... Juste quelques années de plus. Non, mais tu vois, genre... je vois ceux qui ont, je te dis, des petits genoux, mais pour moi, c'est ceux qui ont la petite vingtaine là, qui arrivent en crypto et qui se prennent déjà pour des petits génies de la crypto, tu vois, et qui sont là en mode, les formations en ligne, c'est des escrocs, mais franchement, mais taisez-vous, parce que le truc, c'est qu'on nous apprend pas ça à l'école, mais on nous apprend rien à l'école en termes d'éducation financière, on est nul à chier, tu vois. Donc en fait, si tu prends pas l'initiative par toi-même de te dire, ok, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas dans ce système, et du coup, que ce soit IMO, crypto, ou peu importe, même la gestion de tes finances personnelles, tu vois, genre ce que tu veux, ou comment faire de l'argent d'une façon autre, tu vois, c'est toi qui vois en fonction de tes attributs, en fait, si tu ne prends pas l'initiative de par toi-même aller chercher des informations et de te former avec des livres, des formations en ligne ou quoi, comment tu veux y arriver ? C'est impossible. Après, il y a beaucoup de barrières mentales sur la formation en ligne aussi, je trouve. Ouais, et à juste titre aussi, qu'on se le dise. À juste titre aussi, toutes les formations en ligne. Moi, je trouve que c'est pas vraiment concevable de payer pour apprendre, tu vois. Enfin, notamment en France, c'est très compliqué, je trouve. Même moi, déjà, j'ai été dans ce cas-là au début, qui nous a éduqués à pas dépenser. Pour ça. Moi, justement, je suis tellement, je pense, peut-être dans le mindset d'un investissement. Mais est-ce que tu l'étais au début ? Moi, parce que moi, maintenant, tu vois, il n'y a pas de problème. J'achète des formations à 10, 15 000 euros, il n'y a pas de problème. Mais au début, la première formation qu'on a achetée à 500 balles, 500, c'était compliqué. C'était compliqué. On a eu du mal à le faire. J'avais trop peur de lâcher 250 euros comme ça. En 2019, on a vraiment eu du mal à le faire. Ça a mis 6 mois facile. Moi, non. J'ai pas eu ce mal-là. Mais, en fait, il fallait que j'ai confiance.
En fait, tout est dans la confiance, tu vois. Donc en fait, bien sûr que tu veux dire bien sûr, mais la personne, en fait, il faut que en les résultats, mais enfin, en fait, c'est là aussi. Et le long terme, en fait, c'est le long terme. Et après aussi, tu vois, il y a des offres qui au début vont être très low ticket. Oui, aussi. Oui. Donc quand tu as des offres low ticket au début, je te dis n'importe quoi, mais en fait c'est un peu comme ça aussi que moi je vous ai connu. Quand j'ai intégré Cryptopolitain et que je vous ai connu, 49 € par mois, c'était au début. Tu vois, t'as pas d'engagement, ok, let's go, tu vois. Ouais, tu découvres quoi. En fait, tu vois, moi j'ai commencé à vous suivre sur Insta, etc. Je voyais que le contenu était pertinent, il y avait des stories, il y avait des groupes Telegram, etc. Discord, ok, déjà ça fait quelques mois, quelques semaines qu'on vous suit, ok, c'est pertinent, là ça me parle ce qu'il a dit, effectivement j'ai vu que le marché a suivi son analyse, donc ça c'est top. Donc, tu vois, déjà, tu as une partie gratuite qui te met en confiance. Et ensuite, quand tu as des offres low ticket, comme par exemple, effectivement, un abonnement à 49 € par mois, où tu vas avoir un certain type de contenu qui t'apporte déjà, soit que tu peux arrêter à tout moment, en fait, c'est OK. Et après, tu vois, quand tu passes ce step-là et que tu as déjà des résultats, tu dis OK, là, avec cette personne, effectivement, je suis en confiance. Là, je sais que je ne suis pas sur un charlatan. Je sais que je ne suis pas en train de mettre mon argent sur une plateforme crypto X ou Y qui va disparaître demain, parce qu'en fait, c'est beaucoup ça aussi, les scams. Tu restes maître de tes finances. Quoi. Donc, en fait, là, moi, je suis OK après de me dire, OK, cette personne, ça fait, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 3 mois, 6 mois que je suis dans le groupe privé, que je vois que j'ai des résultats, que on a pu échanger, répondu à quelques messages. OK, s'il faut maintenant avoir un coaching one-to-one pour moi, apprendre à faire les mêmes analyses tout seul, pourquoi pas. Tu vois, c'est un peu comme nous. Regarde, tu parlais de la formation à 500 balles qu'on a acheté. On a mis quelques mois à le faire et en plus, elle était en réduc. Donc en vrai, c'est le Black Friday. Mais aujourd'hui, genre, tu vois, maintenant, on achète des formations à 15 000 balles, quoi. Parce qu'on sait que derrière, on a compris que derrière, ça allait nous. Enfin, on sait que si on veut aller vers l'objectif qu'on s'est fixé, après, ok. Après, par contre, on fait attention à qui on achète, quoi. Par contre, ça c'est très bien. Soit c'est par recommandation, c'est-à-dire qu'on va des personnes qui. Je fais pas du tout par recommandation. Ah ouais? Ah ouais, je suis anti-recommandation. Pourquoi? Après, tu vois à chaque fois que j'ai fait un deal par recommandation, que ce soit en IMO sur les formations et tout. des fois, ça s'est mal passé ou j'ai été déçu. En fait, le truc qui me. C'est une expérience différente. Ouais. En fait, moi aussi, on en a eu des mauvaises. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Quand c'est par recommandation, que tu vois, genre c'est le pote d'un pote. Ah, mais quand tu vois que le mec il a eu des résultats et que. Ouais, ok, il a eu des résultats, sauf qu'en fait, moi, moi, le truc, c'est que tu vois, quand par exemple, je te dis n'importe quoi, c'est une amie qui me dit, ouais, il y a mon pote qui fait ci. Non, tu vois, par recommandation, du coup. Et je te dis ça alors que j'ai fait de l'affiliation, tu vois. Donc voilà. Mais tu vois, quand c'est un pote. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai été tellement frustrée. C'est qu'en fait, par exemple, quand c'est le pote d'un pote, si la personne elle fait de la merde, t'as un intermédiaire entre les deux où du coup. Moi, j'aime bien être cash. Donc, ça veut dire que je te donne un exemple. Moi, par exemple, dans les travaux, il y a un gars qui me dit « Ah, t'as besoin d'un plombier ? Bah, vas-y, attends, moi, j'ai un pote plombier et tout. Si tu veux, je lui dis de passer chez toi. Ah, vas-y, super, c'est ton pote. Ok, vas-y, je te fais un prix. Trop bien et tout. Recommandation, trop stylé et tout. J'ai un tarif préférentiel. Et après, derrière, le travail, c'est de la merde. Ouais, c'est et du coup, moi, j'ai envie de te dire que c'est de la merde. Donc, tu vas revenir, en fait, faire ce que je t'ai payé, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a un intermédiaire, on a un pote en commun entre les deux. Et donc, du coup, tu peux pas être aussi cash et ferme que quelqu'un que tu connais pas, tu vois. C'est pas faux, ça, ouais. Donc, en fait, moi, professionnellement, je préfère me dire, OK, moi, je paye. Il n'y a pas de souci. Et je paye, me fais pas le prix. Je paye le prix qu'il faut, tu vois. Je suis OK. Mais par contre, derrière, je veux le service ou le bien ou le produit qu'il faut, tu vois. Donc, ça veut dire que si je te paye un prix et qu'en fait, ton prix ou ton produit ou ton service c'est de la merde, en fait j'hésiterai pas à te dire que c'est de la merde. Après je trouve que c'est quand même différent entre le physique et le digital, tu vois, parce que ok, le physique là je peux comprendre totalement ta situation, etc., de pouvoir pas vouloir froisser la personne, etc., enfin pas lui rentrer dedans comme si c'était une personne lambda, quoi. Mais dans le digital je trouve que c'est différent parce que la personne a déjà expérimenté ce que le formateur lui a proposé, donc on a vu les résultats. Et donc, tu te dis pareillement, moi je vais avoir pareil, tu vois, c'est-à-dire que je vais acheter son programme et puis je vais avoir les mêmes résultats, tu vois. Tout dépend de ce qu'on te vend. Parce que, en fait, est-ce que tu vas vendre le truc qu'on a acheté là, 10 000 €, tu vois. Ouais, mais je voulais souligner un truc que tu n'as peut-être pas dit dans ça et malheureusement qui nous a coûté des faux. On a peut-être pris tu vois, avant on avait pris des gars qui étaient quali. Par contre, il y a toujours un truc, moi j'ai vu qui fonctionnait pas, c'est quand il n'y avait pas le feeling. Malheureusement, derrière ça ne fonctionne pas. Et nous, on a eu, on est passé par beaucoup de personnes durant toutes ces dernières années. Et les seules personnes avec qui on a bien travaillé, c'est parce que certes, il y avait des résultats. Et on a quand même regardé s'il y avait les résultats et il y avait les résultats. Mais par contre, également, il y avait le feeling. Et moi, à partir je sais que s'il y a les résultats et qu'on n'a pas le feeling avec les gens, ça ne fonctionne pas. Ça passe. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense que après, c'est une question énergétique. Aussi.
Il y a une question, quand tu parles de feeling, en fait, c'est est-ce qu'il y a le courant qui passe et en fait, je pense qu'effectivement, c'est... Bon, là, on part dans un aspect qui est un peu plus peut-être spirituel, même si c'est pas que ça. mais en réalité, oui, moi, ça, je le comprends complètement parce que, tu vois, je le vois par exemple par rapport à la Thaïlande. Je suis arrivée en Thaïlande, je sentais que j'étais trop bien, que j'étais dans un mood incroyable et tout. J'ai eu opportunités qui tombent presque tous les jours, genre vraiment. Et puis même, tu vois, je recevais des messages en mode, oh, tu rayonnes et tout. Mais j'en ai reçu plein des comme ça et j'étais en mode, ah ouais, bah ouais. Ok, tu vois. Et pareil, genre, je rentre en France et. Dom. Tu vois, genre, bizarrement, alors je te dis pas que c'est de la merde et que j'ai que des galères. J'ai pas que des galères, mais j'ai beaucoup moins d'opportunités, tu vois. Alors, et du coup, et en fait, forcément, je pense qu'il y a un moment, effectivement, il y a une question énergétique où t'es dans un mood où t'attires des choses, où tu les attires pas. Et en fait, ça va dépendre de ce que tu arrives à dégager, mais ça, c'est incontrôlable parce que c'est un peu inconscient, tu vois. Donc, effectivement, je pense que quand tu es avec une bonne équipe où tu te sens bien, même que tu vois, c'est peut-être pas les plus performants, indirectement, vous allez être peut-être plus performants qu'avec des gens qui sont plus compétents parce que, en fait, c'est l'énergie qui se dégage du groupe qui fait que la cohésion, elle est ouf, tu vois. Donc, ça, moi, je le comprends. Mais ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, moi. En tout cas, nous, de notre côté, c'est ce qu'on a beaucoup remarqué, parce qu'on a eu plein de gens avec qui ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ah ouais. Mais c'est dur, hein. Moi je te dis, pareil, ma boîte, c'est comme ça que aussi, c'est pas indirectement que je l'ai plantée, parce que genre, je me suis pas retrouvée en liquidation, ou tu vois, genre, c'est moi qui ai fait de toute façon le choix, parce que j'étais épuisée après mes chantiers, etc. Et que j'ai commencé à refaire de la trésor et j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, tu vois. Enfin, j'ai essayé, mais c'est trop dur de trouver les bonnes personnes avec qui ça match pour déléguer. Et ça veut pas dire que les personnes avec qui tu as essayé sont pas forcément compétentes. Alors, il y en a, oui, qui sont pas compétentes, tu vois. Mais il y en a qui sont compétentes, mais juste, c'est pas adapté. Et c'est dur de trouver quelque chose qui soit vraiment adapté à toi, avec des personnes avec qui il y a le feeling, avec qui les gens, ils ont des compétences, avec qui vous trouvez le bon système, etc. Ça, c'est trop dur. Bon, moi, je trouve que c'est trop dur. Ouais, c'est compliqué. Après, ça arrive un petit peu comme ça, mais il faut, je pense, avoir le temps d'analyser au moins un minimum. Et puis ensuite, faut y aller, quoi. Du coup, vous, au niveau de votre délégation, ça a été un peu les montagnes russes aussi, quoi. Enfin, ou de votre équipe. Je sais pas, vous avez combien de gens dans votre équipe? Là, on en est à combien? À chaque fois, j'oublie le chiffre exact. On a 3 personnes. On a 3 personnes en tout. Après, on a d'autres personnes avec qui on travaille, mais c'est plutôt on va dire des agences, enfin des personnes comme ça. C'est pas des collaborateurs inclus en interne, tu vois, directement. On a beaucoup appris là-dessus, on a sur 3 ans là-dessus, ça a été. Les grosses erreurs qu'on a faites, c'est vouloir déléguer trop vite. Ouais. Vraiment déléguer alors qu'il n'y a pas besoin. Déjà, en fait, on voulait juste déléguer parce que voilà, on voulait plus avoir cette charge de travail, tu vois. Et on s'est rendu compte que ça servait à rien parce qu'il n'y avait pas le besoin finalement. Et déléguer trop vite et aux mauvaises personnes aussi. Ça, c'était très dur de bien recruter. C'est un gros problème. Ce qui fait qu'après, tu affines la chose, et forcément, derrière, tu fais ce qui va fonctionner pour toi, quoi. Après, chaque personne, je pense, fonctionne différemment là-dessus. Pourquoi je vais acheter la formation de lui, ou pourquoi je vais m'aider de cette personne, tu vois. Mais nous, c'est beaucoup feeling et résultat, complètement. Parce qu'on c'est ça. Il y a des personnes, bon, je vais pas citer les noms, par exemple l'année dernière à qui on a pris une formation qui sont les meilleurs sur le marché de l'infoprenariat. Je vais pas dire dans quoi parce que sinon c'est grillé. Ok, j'ai capté. C'est un live de 90 minutes toutes les semaines. Bref, mais voilà, j'ai rien contre ces gens-là parce que bon, tant pis, ça peut être une erreur également de notre part, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas passé parce qu'il n'y avait pas ce feeling en fait. Alors qu'en vrai, je pense qu'on aurait pu réussir s'il y avait la partie feeling, vraiment, et tout exploser. Alors qu'un an avant, on avait pris des personnes qui avaient des résultats, pas autant peut-être que ceux-là d'ailleurs, mais par contre, on avait trouvé ce côté feeling et là, on avait vraiment explosé des résultats. Donc ce qui fait que là, dernièrement, on a eu d'autres personnes à qui on a déjà déboursé 20 000 euros, je crois, mais ça se passe super bien et là on avance vraiment, il y a beaucoup plus de clarté et là on se sent vraiment avancer vers ce qu'on s'est fixé, quoi, tu vois. Moi, tu vois, je suis pas encore au stade de pouvoir investir des sommes comme ça dans de la formation. Mais tu vois, quand je dis ça, et tu vois, pourtant je vous disais, moi je suis pro formation, tu vois. Mais je trouve qu'à un moment donné, quand tu as des prix qui sont vraiment élevés comme ça, il y a une différence entre... Enfin, il y a des sommes que moi, je suis prête à mettre, mais tu ne me formes pas pour ça. Tu le fais pour moi, en fait. Tu vois. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, genre, si je paye 20 000 euros pour que tu me donnes l'écosystème qui va me ramener tant de clients, mais MDR.
Moi, 20 000 €, c'est toi qui me le monte, en fait, l'écosystème, tu vois. C'est pas moi, tu vas pas m'apprendre à le faire, tu vois. Donc, pour moi, il y a aussi un truc... mais c'est un truc que tu peux réitérer plus tard, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, est-ce que ça va être mon taf de PDG de telle boîte? Tu vois ce que je veux dire? En fait, à un moment donné, c'est que tu peux pas être partout. Chacun... Et en fait, c'est ça aussi, c'est que nous, en France, on veut qu'on soit moyen un peu partout, tu vois. En fait, c'est bien de pas avoir de défauts, tu vois. Donc, en fait, il faut qu'on lisse au maximum nos compétences. En réalité, moi, je pense qu'il faut accentuer là où tu es bon et que tu te concentres vraiment sur ta zone de génie. Et en fait, là où tu es moins bon, tu trouves quelqu'un qui est bon qui le fait pour toi, tu vois. Et donc, en fait, moi, m'apprends pas à faire des miniatures YouTube. Genre, en fait, bien sûr que c'est toi qui vas les faire pour moi. Tu vois. Non, mais, tu vois, genre, je donne un exemple, c'est un gros trait pour caricaturer. Mais tu vois, tu me vends pas une formation à 1000 balles ou à 500 balles pour m'apprendre à faire des miniatures YouTube, parce qu'en fait, pour 500 ou 1000 balles, je vais payer quelqu'un qui va me les faire, tu vois. Parce que moi, ça me fait gagner du temps. Et en fait, même que je paye 500 ou 1000 balles pour faire des miniatures YouTube, entre guillemets, c'est vraiment pour schématiser. Indirectement, je sais que le temps que j'ai les compétences, que je le mette en pratique, etc., mes miniatures, elles seront quand même éclatées par rapport à quelqu'un dans ce métier, tu vois. Ouais, non, mais 100%, t'as raison. Donc, en réalité... Du coup, c'est quoi ta zone de génie à toi? Moi, ma zone de génie, alors, je sais pas vraiment... ouais, en fait, je pense que... Mais pas forcément que les réseaux, je pense que j'arrive à connecter très facilement avec les gens. Ouais, c'est relationnel, quoi. Tu vois, ouais, je sais pas, les gens me racontent des trucs de ouf de leur vie très très facilement. On a envie de se livrer, ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais ça, tu vois, genre je le modélise pas, tu vois. Non, mais c'est naturel. Mais, naturel, tu vois, même dans le réseau, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, on en parlera après dans mon podcast, mais tu vois, il y a beaucoup de gens, tu sais, quand je leur pose une question, je vous spoil un peu, mais il y a une question que je vous spoil où c'est si tu devais choisir entre garder tes investissements mais perdre ton réseau, ou garder ton réseau mais perdre tes investissements, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Et il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui vont dire moi je préfère tout perdre et garder mon réseau parce que je sais que grâce à mon réseau je vais me reconstruire. Et d'autres qui vont dire moi je préfère garder mes investissements. Et moi en fait pour moi la question ne se pose même pas parce que en fait, je n'ai jamais eu ce problème de c'est pas de réseau, mais en fait, et tu vois, on pourrait dire oui, mais vas-y, toi t'es une fille, c'est plus facile, t'es pas trop moche, nanana. Oui, bon, d'accord, mais en fait, je connecte aussi avec les filles, les gars, tu vois, donc à un moment, après, les filles, vous connectez bien entre vous. Ouais, entre vous, mais je trouve les filles, vous êtes très. Oh, mais il y a des crépages de chignons, hein, tu vois. En fait, les filles, c'est un peu comme les marchés financiers, c'est ça. Soit vous kiffez, soit il n'y a pas du tout. Ça taille, quoi. Bon, après, moi, tu vois, je sais pas, écoute, franchement, je pense qu'il y a effectivement peut-être cette zone de génie où effectivement j'arrive à connecter assez facilement avec les gens. Et donc moi, cette question de réseau, en fait, ça n'a jamais été une question de problème pour moi, une problématique. Donc, je me dis oui, si ça n'a jamais été une question qui m'est venue, c'est forcément qu'il y a des facilités dans ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'il y a une zone de génie. Et du coup, si tu devais choisir ouais, je dirais ça. Ton réseau, ouais. Moi, entre les deux non, moi, je garderais... des investissements. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, moi, le réseau, je sais qu'en fait, demain, je perds tout mon réseau, je sais que je vais pas avoir de mal à m'en faire. Ouais, pareil, moi, je choisis. Du coup, je spoil, mais je choisirais mes investissements aussi. Je la question, moi. Mais quand je dis investissement, c'est investissement, business et tout. Moi, je sais qu'en fait, aujourd'hui, alors, du coup, moi, je n'ai plus de boîte, mais en fait, les investissements que je fais, surtout en IMO, j'ai fait des investissements hyper rentables, tu vois, avec des taux qui sont hyper bas. Est-ce que je retrouverai aujourd'hui des investissements avec ces rentabilités-là, avec les taux que j'ai? Je sais pas, tu vois, ça me fera un peu chier de les lâcher. Donc déjà en IMO, moi, ça me ferait ça. Et en même temps, tu vois, genre, je pars du principe que dans business et investissement, tu as aussi l'aspect compétences. Moi, là, tu m'enlèves mes compétences, tu changes mon cerveau, tout reprendre à zéro, ça me fait chier. Donc, en fait, indirectement, je préfère me dire... Tu vois, j'aurais dissocié les deux, justement, j'aurais plutôt dit ça. Est-ce que t'es pour perdre tes connaissances ou t'es pour perdre tes investissements? Moi, je dis, je perds mes investissements si tu veux. Ouais, mais en fait, l'investissement, c'est un écosystème, tu vois. C'est tes compétences, c'est tes résultats, c'est ton vécu. Indirectement, en parlant justement de formation en ligne, moi, quand j'achète une formation, j'achète des compétences, c'est un investissement sur moi. Ouais, 100%. Ouais, mais je pense que il y a une différence entre investir sur toi et mais c'est un investissement dans de la connaissance, tu vois. Ouais, puis il n'y a pas l'un sans l'autre en fait. Et c'est un truc que tu vas garder sur le long terme et qui va te ramener justement des ressources financières supplémentaires. Donc, moi, je le comprends dedans. Et puis on le dit aux gens, avant d'investir, investis sur toi. Tu vois. Clairement, c'est vrai. C'est vrai que quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu vas pas commencer. Bon, tu peux créer ton réseau, mais qu'est-ce que ça va te servir? Ça va te servir à rien. Au début, il faut t'investir en toi, il faut que tu aies une compétence à monétiser, etc. Qu'est-ce que tu vas développer un réseau alors que tu n'as rien commencé, tu vois? Mais justement. Ou alors le réseau peut te débloquer et t'amener vers une opportunité. Il y en a qui ont rien, tu vois.
Et en fait, ils font trop de réseaux. Non, mais en fait, ils vont se mettre. Ouais, mais ils vont se mettre. Ah, mais nous, ça nous a servi. Regarde, on avait personne. C'est les réseaux qui nous ont push. Ouais, et en même temps, tu vois, il y en a non, pas les réseaux, le réseau. Non, mais après, tu vois, je me dis, moi, il y a des gens, tu vois, je le prends typiquement. Pas les réseaux sociaux. Je le prends typiquement dans la création de contenu, tu vois. Dans le marketing, influence ou ce que tu veux. Il y a des gens, ils sortent ni d'Adam ni dev, ils n'ont pas de boîte, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de business, rien, tu vois. Ouais. Et juste, c'est leur pote, tu vas dire, vas-y, viens, je te mets en avant et tout, on monte ton compte, etc. Bah, tu vois, leur réseau fait que. Ils vont avoir un compte qui vont être mis en avant, ils vont exploser. Et derrière, avec cette exposition-là, ils vont pouvoir monter des trucs qui oui, c'est pas faux non plus. Donc en fait, je sais pas si tu peux te dire, ouais, mais au début, tu t'en fous du réseau et tout. Parce qu'en fait, je pense que peut-être tout peut partir du réseau. Et même que tu n'as peut-être été jamais entrepreneur de ta vie. Et justement, c'est en rencontrant une personne qui va te dire, toi, je sais que tu es bon. Je sais que tu es bon, je te dis n'importe quoi en cuisine. Je monte un resto en Thaïlande, j'ai besoin d'un cuistot français. On est associés, bim. Est-ce que ça serait pas vraiment plutôt... Est-ce que le mot, il est bien approprié, genre le réseau, est-ce que ça serait pas justement l'environnement, tu vois? Parce que, ouais, moi, je voyais ça, ce que tu dis, c'est très intéressant, ce que tu viens de dire, Clémence, dans le sens où, en fait, tu vois, si tu vas choper la bonne personne, mais est-ce que c'est typiquement vraiment le réseau? Parce qu'au début, c'est pas vraiment le réseau, c'est plutôt l'environnement, tu vois. Parce que nous, quand je prends par exemple, tu vois, pourquoi on s'est lancé dans la crypto, pourquoi on s'est lancé? On s'est lancé il y a en 2016-2017. Mais pourquoi on a fait de l'entrepreneuriat dans la crypto? Parce que justement, on a rencontré des personnes qui elles-mêmes étaient rentables avec leur investissement immobilier, vivaient ça. Et en plus de ça, faisaient l'entrepreneuriat derrière. Donc en gros, ça a été plus l'environnement. Tu vois, ça faisait pas encore partie vraiment du... C'était pas le réseau, quoi. On a changé d'environnement. Enfin, on a changé... les personnes avec qui on était, ce qui nous a permis de... En fait, je pense que ça part du réseau et que suite à ton réseau, ton environnement change. Ouais, exactement. Ok, ouais, c'est pas vu comme ça. Je pense pas que ce soit toi qui te dises, allez, alors peut-être, mais pour moi, c'est moins commun. C'est qu'il y a... Si tu as un environnement qui n'est pas propice à ton développement, en fait, c'est une personne ou deux ou trois, tu vois, j'en sais rien, et tu as déjà quelqu'un qui va t'extirquer, je sais pas comment on dit, qui va sortir, qui va te sortir de cet environnement là, et effectivement du coup là tu vas intégrer un autre environnement, mais pour moi c'est quand même je te dis n'importe quoi, mais ça peut être même dans tes relations, tu vois. Genre imaginons tu es dans un truc qui est pas sain, enfin tu vois, genre t'es en environnement familial difficile, etc., où t'as jamais été entrepreneur, tu vois, même t'as un environnement familial sain. Tu te mets en couple avec une nana justement qui fait de l'IMO. Tu vas y aller, tu vois. forcément. Je te donne indirectement. Bah, tu vois, ton environnement il va changer, mais en fait ça part de ton réseau de base. Tu vois. Et donc en fait indirectement peut-être après tu te dis ah ouais en fait l'IMO, bon j'aime bien la crypto, c'est quand même plus la crypto, mais l'IMO, bon un petit truc à l'étranger, à Dubaï, parce que tu vois j'en sais rien, mais ça peut venir. Donc moi je pense que ça part quand même, je dirais plus que quand même ça part du réseau et après ton environnement il change. Où ça peut arriver, mais je trouve que c'est quand même plus rare, où il y a vraiment quelqu'un qui se dit, là, j'ai vraiment un environnement de merde, je coupe tout, et je boycotte tout le monde, et là, tu vois, genre, j'arrête de manger gras, et je vais faire du sport, et je monte une boîte, et je développe des compétences. Ça peut arriver, hein. Mais après, je pense qu'il y a une part de toi-même au début, hein, forcément, parce que sur le réseau, c'est pas le mec qui va arriver comme ça, pof, il a atterri là, non, c'est toi, tu cherches, t'attires quand même la chose, tu vois. Donc il y a cette part aussi où derrière, oui, tu te focuses sur le nécessaire, toi, de ton côté, et ensuite, ces choses-là vont arriver. Ouais, c'est sûr. Donc, mais bon, moi je t'ai dit, le réseau, j'avoue, j'ai jamais eu trop de soucis. Donc en fait, tu vois, je peux même pas te dire, je suis allée chercher. Je me suis jamais dit ça. C'est juste, je sais pas, en fait, je pense que le fait de s'intéresser aux gens, peut-être qu'on s'écoute pas assez, tu vois. Et en fait, le fait de poser des questions aux gens où tu vas vraiment t'intéresser, parce que je pense que chaque personne, c'est pas, tu vois, c'est un peu bateau de dire ça, a des choses à t'apprendre, mais en fait, tu peux toujours trouver chez quelqu'un un côté inspirant, tu vois, que tu vois, où tu te dis ah putain, lui il a quand même réussi à faire ça dans sa vie, c'est un truc que j'ai pas fait, même que la personne je l'apprécie pas, hein. Peut-être que c'est un gros bâtard, mais quand même là il a un marketing cool, tu vois. Donc j'ai quand même envie de lui poser des questions de comment il a trouvé cette idée, tu vois. Je te dis n'importe quoi. En fait, tu vois, tu as quand même quelque chose qui va t'inspirer chez chacun, et en fait moi tu vois, j'aime bien m'intéresser juste à savoir ah putain c'est ça, t'as un tel truc qui m'inspire chez toi, ou t'as tel ça qui m'inspire chez toi. Je vais pas le dire ah putain et tout, ça m'inspire trop, mais tu vois en fait je vais m'intéresser à la personne en disant ah putain mais ça c'est bien ce que t'as fait et tout, mais comment c'est arrivé. En fait les gens ils ont besoin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être valorisés, tu vois. Et en fait du coup le fait que tu leur poses des questions sur la réussite, juste ne serait que s'intéresser, et ben en fait ils se sentent aussi valorisés, mais ils ont raison, tu vois, parce qu'ils se disent oui voilà, je vais parler de mes réussites donc je me sens bien, parce que tu vois je te pose pas forcément des questions sur tes échecs, même si après on peut en venir, tu vois, parce qu'on en a tous eu, et du coup c'est aussi
parmi les échecs que je pense que tu crées du lien. Ouais, je pense que c'est même plus ça. Parce que du coup, tu te dis, ah putain, t'as vécu telle galère. Ah ouais, bah moi aussi, j'avais vécu ça. C'est pour ça que tu vas ensuite là où tu vas. Mais du coup, je pense que c'est comme ça que moi, en fait, je pense que naturellement, comme je m'intéresse aux gens, bah ouais, effectivement, du coup, ça connecte. Et après, je dis, ah putain, mais ça c'est bien. Et indirectement, bah après, les gens, le fait de m'avoir peut-être confié des choses, ils se sentent aussi peut-être plus proches. Surtout que tu es honnête aussi dans ce que tu... Mais tu vois, tu parlais de l'authenticité tout à l'heure et le fait d'être honnête, d'être soi-même en fait. C'est automatiquement... mais c'est dur, tu vas être bien vu, on va te poser des questions. Enfin, en fait, indirectement, sans le savoir, tu prônes le long terme au lieu du court terme où tu vas balancer de la merde et les gens, ils vont peut-être te poser des questions, mais ensuite, ils vont te dire, t'es nul parce que, tu nous as dit n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais après, c'est dur. Alors, peut-être pas pour moi forcément, mais tu sais, genre sur les réseaux, t'as tellement cette phase de paraître que, tu sais, justement, surtout quand t'es dans le marketing, en mode, malheureusement, c'est très triste, mais ceux qui vendent du rêve, ils vendent plus vite. Ouais. C'est pas mieux, mais ils vendent plus vite. Après, est-ce qu'ils sont mieux, eux, dans leur peau? Je sais pas. Non, mais voilà. mais tu vois, et en fait, indirectement, on dit beaucoup, si tu veux vendre, tu vois, si tu veux réussir sur les réseaux, il faut être authentique, etc. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu vois? Et en fait, on est tellement dans un... c'est pas faux non plus. On est tellement... obligé de mélanger les deux, je pense. Ouais, on est tellement dans un truc où en fait, tu as le jugement des autres, où en fait, tu as peur d'être... Ouais, pas peur d'être jugé, mais en fait, c'est difficile d'être soi-même si déjà, tu n'arrives pas à t'assumer toi-même. Mais en fait, moi, du coup, franchement, autant je suis très sympa, autant il y a des gens, je les insulte au calme. Genre, j'insulte leur grosse daronne, et c'est OK, tu vois. Parce qu'en fait, j'en ai rien à faire. T'es 100% toi-même sur les réseaux? Franchement, de ouf. Ok. Moi, après j'avoue, je peux pas dire je peux pas dire 100% parce que je mets souvent des filtres Instagram, donc j'ai envie de dire 90%, tu vois. Mais bon, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas des gros filtres qui me voilà. Mais effectivement, quand je vois mon retour dans les caméras, des fois, je me dis, je suis un peu fatiguée là, allez. Tu vois. Mais non, franchement, je pense quand même que tu vois, parce que je montre autant le bon que le mauvais. Et en fait, j'ai pas l'ego de me dire, le jour où je me plante, je me plante, tu vois. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est très féminin de savoir bien montrer le mauvais. Parce que nous, les mecs, tu vois, sur les réseaux, on beaucoup le bon côté. Mais c'est vrai qu'on... moi, je montre jamais vraiment mes coups de donne. Bon, j'en parle de temps en temps, mais tu vois, c'est rien du tout. Parce que j'ai envie que les gens soient dans un bon mood quand même. Je suis là pour les aider. Et c'est peut-être, par contre, mal pensé de faire cette chose-là. Mais je trouve que les filles, vous avez beaucoup plus de facilité. Parce que... je te suis toi, je suis également d'autres personnes sur les réseaux et il y en a à monter également quand ça va mal et en fait... Mais après, en fait, je pense que ça fait partie de l'authenticité. Oui. Et en même temps, je te donne un exemple. J'ai un exemple parce que moi, ça a été une question que je me suis posée à un moment où là, tu vois, j'ai failli justement ne plus trop être alignée avec ce que j'allais faire sur les réseaux. Je t'explique. Je faisais du coup, j'investis en IMO. Ouais. Je fais pas d'accompagnement en IMO, je fais pas de formation en IMO, mais du coup on me pose tellement de questions que je fais de l'affiliation pour un formateur IMO qui m'a du coup formé et permis d'investir en IMO. Donc je fais ça et arrive un jour où j'ai des dégâts des eaux, mais au moins 3 ou 4 qui me tombent en même temps, mais des gros dégâts des eaux, tu vois. Genre vraiment les locataires se barrent parce qu'ils peuvent plus rester dans l'appartement, que les assurances ne répondent pas, que les experts ne passent pas ou mettent des mois à passer. Comme ça chiffre, en fait, avec tout ça, le dégât des eaux, en fait, s'accentue encore plus. Donc comme ça chiffre des grosses sommes, les assurances font tout pour me niquer, pour pas payer. Enfin, vraiment, tu vois, genre, ça part. Et en fait, j'arrive à ce stade où je me dis, je fais quoi? Parce qu'en fait, là, je suis là en mode, ouais, l'immobilier, c'est bien et tout. J'ai acheté des immeubles et tout ça. Mais moi, j'ai des dégâts des eaux qui me tombent sur la gueule de ouf, là. Et en fait, je me dis, est-ce que j'en parle? Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui vont se dire, en fait... c'est pas si ouf que ça. C'est pas si ouf que ça, l'immobilier, parce que tu vois. Ou est-ce que j'en parle pas et en fait, je continue ma petite vie à promouvoir la formation. Et en fait, l'un dans l'autre... en fait, ça ne change rien, tu vois. Genre, je peux continuer à parler de l'investissement immobilier, mais montrer les galères immobilières. Et en fait, du coup, je montre ça. Et genre, déjà, quand tu as un dégât des eaux, c'est la galère. Mais là, tu vois, j'en avais 4. Et en fait, ça a duré des semaines, des mois. Et en fait, j'ai hésité. Et je me suis dit au début, n'en parle pas parce qu'effectivement, j'avais ce truc de... je vais être moins légitime après pour les gens de parler d'IMO parce qu'en fait, j'ai des galères et que ça tourne pas bien à ce moment-là. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. En fait, j'en ai parlé. Genre, ça a fait vraiment l'effet opposé
que ce que j'avais imaginé, parce que je pensais justement perdre en légitimité, alors qu'en fait, après, je suis devenue la référence des dégâts des eaux. Donc après, il y avait tous les investisseurs qui avaient un dégât des eaux. Ils m'envoyaient un message. Et c'était en mode, ouais, comment t'as fait pour sortir de ce truc-là ? Est-ce que toi ici, ils t'ont dit ça ? Est-ce qu'ils t'ont demandé des papiers ? Est-ce que t'as un contact ? Et en fait, du coup, après, j'étais légitimement reconnue comme l'investisseuse IMO qui va t'aider à sortir des dégâts des eaux, tu vois. Et du coup, ça a amené aussi du monde, tu vois. Alors que en fait, sur le principe de base, tu te dis putain, si tu fais c'est pas vendeur, tu vois. C'est sûr que ça vend pas du rêve, tu vois, pour le coup. Mais j'ai hésité, tu vois. Donc quand on parle d'authenticité, forcément, moi aussi j'ai hésité. Je me suis dit forcément, déjà que tu galères parce que tu as tes locataires qui partent, ça va impacter ton business. Tu vas faire peut-être moins d'affiliation, etc. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Mais en même temps, je suis trop vrai. Je sais pas faire semblant. Puis même toi, je pense que ça t'a délivré, en fait, tu vois. Ouais, en fait, déjà, ça m'a délivré. Et en fait, même en dehors de ça, je me suis dit, en vrai, tu as une commu d'investisseurs IMO. Il y a des gens qui peuvent t'aider, tu vois. Genre, c'est trop con de pas en parler, alors que ça se trouve, justement, tu as des assureurs dans tes contacts. Tu as des experts, tu vois, qui peuvent appuyer ton dossier. T'en sais rien, en fait, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, il y a eu des assureurs, pas les miens, malheureusement, mais il y a eu des assureurs où, quand les assurances, elles ont essayé de me niquer, il y a des assureurs qui me disent t'envoies ça, tu vois. Et en fait, grâce au réseau et grâce à l'authenticité, finalement, je me suis pas fait niquer, j'ai gagné de l'argent, tu vois. Ouais, tu vois, ça rejoint bien également ce que tu as dit, c'est le fait de pouvoir se construire un réseau pour avancer, parce qu'en fait, si tu restes dans ta bulle, que ça soit dans les moments où tu veux push et dans les mauvais moments, en fait, tu t'en sors pas, quoi. Dans tous les cas. C'est ça, donc non, des fois, c'est tentant de prendre des raccourcis, et je comprends que ce soit aussi gênant de dire, les coups de mou, c'est pas sexy à présenter. Et on a peur, en fait, indirectement, de briser une certaine forme de confiance avec des prospects, tu vois. Alors qu'au contraire, moi, je pense que ça rajoute de la confiance parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, du coup, c'est jamais tout beau. Donc, à un moment donné, il faut... Parce qu'il y en a qui vendent trop, c'est facile, par exemple, tu vois, de faire 10 000 euros par mois ou genre Peanuts en 3 mois, vas-y. Non, mais MDR, mais moi, ça me fait mourir de rire. Monte ton business, fais 10K par mois, tatata. Ok, mais t'es où, mon gars ? Parce qu'à Dubaï, tu payes pas d'impôts, mais 10K par mois en France, tu t'as pas 10K dans ta poche. Hein. Donc ça me fait rire. Les gens qui vendent des business en ligne super faciles, la liberté financière, gagnent tes 3000 balles par mois en travaillant de n'importe où. En fait, c'est surtout si je quitte la France que je vais les faire, les 3000 balles par mois dans ma poche. En vrai, ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il y a un travail qui est monstre derrière, avec un chemin qu'il va falloir construire, quoi. Oui, mais bien sûr. Et ça, on oublie... beaucoup de gens oublient que derrière, il y a tout ça, il y a ces deux choses fondamentales. Mais bien sûr. Mais moi, tu vois, franchement, si je restais en France, je ne montrerais pas de business. Moi, si j'étais amenée à rester en France, moi, je serais salarié. Salarié, je monte mes échelons. C'est vrai que la meilleure situation... je pense que t'es mieux à être salarié en France. Bien sûr. Il y en a plein qui disent que... c'est trop d'heures de taf. C'est trop d'heures de taf. T'as très peu de sécurité sociale. T'es imposé comme des oufs. Mais franchement, c'est un en fait... Il faut avoir un mental, quand même, en Non, France. mais il faut avoir un mental. Mais en fait, c'est qu'on sous-estime beaucoup l'impact sur la santé. Les gars, la santé, ça vaut beaucoup plus que tous les aspects financiers. Aujourd'hui, la santé, vous pouvez payer des médecins, mais ça ne s'achète pas. On a eu des galères. Nous, on a eu des galères. 2021, c'était une année... Non, 2022, c'était une année compliquée. Ah oui, vous aussi. Vous aussi. C'était bordel. C'était le market aussi. Bref. Que ce soit sur le plan investissement, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur la santé. Surtout la santé, ça se voit au bout d'un moment. Mais ça, tu vois, pour moi, ça, c'est des choses que tu peux pas... C'est des choses que tu peux pas et que tu dois pas sous-estimer. Et en fait, moi, je vois quand j'avais mes boîtes, le nombre d'heures que je passais, franchement, c'était une dinguerie. Genre, je faisais 8 heures, 23 heures. Et en fait, franchement, je décorrèle vraiment le fait de tu fais beaucoup d'heures, tu dois avoir beaucoup de succès. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais au début, tu es peut-être obligé, tu vois, de quand même... Mais bien sûr, parce qu'en fait, pour lancer ta boîte, c'est comme un avion. Il faut que tu mettes la puissance pour que ça décolle, sinon c'est mort, tu vois. Et même dans tout, investissement, mais des fois, tu mets beaucoup de puissance pendant très longtemps, ça décolle pas quand même. Tu restes sur la piste, quoi. C'est un peu galère. Et en fait, tu vois pas le bout de la piste. En fait, moi, c'est vraiment genre, je me suis rendu compte. J'ai jamais fait de dépression et tout ça, je touche du bois, Dieu merci, tu vois. Mais en tout cas, j'étais très frustrée de me dire, ok, c'est vrai, je gagne bien ma vie, mais indirectement, quand t'enlèves toutes les charges qu'il y a derrière, les impositions, etc., finalement, je gagne pas non plus beaucoup plus que quelqu'un qui a un job de salarié lambda. Et qui a beaucoup moins de pression. Qui a beaucoup moins de pression et beaucoup plus de liberté. Parce que moi, à un moment, j'étais avec un gars, donc c'est mon ex, tu vois, et lui, en fait, il avait son job...
tranquille, classique, tu vois. Il était pas au SMIC, mais c'était pas non plus, il était pas à 2005, tu vois. Mais quand il coupait vraiment. Il voulait aller boire un verre avec ses potes, il avait le temps. Moi, j'avais pas le temps. Genre de 8h à 23h, c'était une dinguerie. En fait, le truc, et je voulais tellement faire bien pour mes clients que si mes clients à 2h du matin, ils m'envoyaient oh putain, demain on a un webinaire, on a oublié de te dire, est-ce que tu peux préparer une story? Je suis là en mode ça me fait chier, tu vois. Mais en fait, j'ai tellement envie que mes clients soient satisfaits que j'allais le faire. Et en fait, ça, c'est pas facile à couper. C'est très dur. Et en fait, quand je vois, encore une fois, tout est une question de risk rewards, tu vois. Quand je vois ce que je mettais comme énergie dans mon business par rapport au rendement que ça allait m'apporter, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus rentable d'être salarié et de me dire, je vais gagner moins, ce sera peut-être moins vite, mais au moins, je sais que ma santé, elle n'est pas réellement impactée. Je sais que j'ai une bonne sécurité sociale où je suis en train de cotiser. Encore une fois, ça, c'est dans l'hypothèse où je restais en France. Si je ne reste pas en France, je ne pense pas que ce soit... Enfin, ce n'est pas du tout la voie que je vise. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que le salariat, ça m'a apporté quand même beaucoup de sérénité, tu vois. Et du coup, je ne cracherai pas dessus. De ouf. Ça, c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr, 100%. Même nous, qui avons été salariés pendant quelques années, pas beaucoup, mais ça t'apporte cette sérénité complètement. Et puis c'est bien parce que tu arrives bien à faire le parallèle même quand tu investis à fond et que tu entreprends, tu arrives bien à faire le parallèle et tu vois en fait les bons côtés, mais également les mauvais côtés et ce sur quoi tu dois quand même travailler et ne pas négliger parce que, comme tu le dis, en vrai, ta santé, après, elle en prend un coup, quoi. Ah, mais c'est fou. Hein. De ouf. Hein. Et moi, c'est pour ça que... Ouais. C'est pour ça que non, la France, c'est bon. Si vous voulez qu'on parle un peu d'expatriation, on peut en parler. Vous partez du coup à Dubaï. Ouais, donc là, pour le coup, on a fait le choix avec Thibaut de partir à Dubaï. Donc, d'ailleurs, pour quelle raison ? On a vu que... en vrai, il y a deux raisons. Il y a deux raisons principalement. La première, c'est parce que en fait, on a vu qu'on faisait de l'argent avec la boîte et même les investissements. Et en fait, derrière, on a l'impression qu'on gagne rien dans la poche. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'aime bien quand même avoir de l'argent dans ma poche. Hein. Je viens d'un milieu où on n'en a pas eu beaucoup, donc forcément, c'est quand même bien d'en avoir. Et puis, deuxième chose, c'est l'environnement. Ça se dégrade. Et puis, je sais pas, t'as pas de reconnaissance et puis pareil au niveau des ambitions que tu as, parce que tu as toujours envie d'aller plus loin. Je dis pas d'aller plus loin comme un mec qui est toc-toc dans sa tête, mais tu as envie d'avancer dans la vie, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, la France, ok, pour démarrer, c'est bien, mais si tu as envie d'aller plus loin, c'est compliqué, quoi. Ouais, moi, c'est pas forcément... La fiscalité, elle aide beaucoup, forcément. Mais après, il y a plein de pays du monde où la fiscalité est intéressante. Bien vivre, Panama, Suisse, Luxembourg, tout ça. Mais c'est pas, moi, perso, c'est pas la décision in fine qui m'a fait dire qu'on... Enfin, j'y vais, en tout cas. C'est plus l'environnement et je sais pas, en fait, le fait que je me sens bien, tu vois. C'était vraiment... Là-bas, j'ai posé le pied à terre et je me suis dit, putain, ouais, c'est là que je veux être, tu vois. Mais il n'y a pas forcément de raison. Il y a plein de trucs qui ont conforté, hein, je dis pas. Mais je me suis dit, ouais, ok, c'est là, tu vois. C'est là que je veux être. Niveau environnement, sécurité, bien-être, service de qualité, propreté. Ouais, propreté. Ouais, les gens sont dans le même mood que toi. Ça vibrait dans ton énergie, genre c'était. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, ok, moi ça c'est le type de qualité de vie que je me veux pour moi. Ouais, c'est ça. Même si après la France a des très bons côtés. Et en vrai, pour moi, revenir en France de temps en temps, c'est hyper cool parce que c'est ton pays. Enfin, t'aimes bien quand même cette certaine vibe, mais t'aimes pas y être plongé constamment, quoi. En fait. Ouais. Moi après, ça dépend vraiment des endroits en France, hein, parce que tu me dis Paris. Enfin, franchement, je trouve que Paris c'est très surcoté. Désolé, mais pour moi, c'est la ville des rats. Non, mais c'est vrai. C'est la ville des rats, c'est la ville des gilets jaunes. Il y a les grèves, c'est des poubelles partout, c'est de la casse. Il y a quand même un bout d'histoire, tu vois, c'est cool. Mais après, c'est très beau. C'est des bâtiments magnifiques, mais pour tout, pour la pollution, le trafic. Franchement, je te trouve 10 défauts à Paris. Maintenant, bon. Mais tu vois, de temps en temps, peut-être. Après, peu importe les coins en France, mais je pense de temps en temps. Non, mais tu te fais une petite semaine, tu fais le tour des musées avec des potes, ton mec, tes enfants, peu importe. Franchement, j'ai envie de te dire, ok, nice. Moi, ce que je dis toujours, tu vois, là maintenant, du coup, je suis dans le sud et il y en a plein des potes que je me suis fait qui n'ont jamais été à Paris, tu vois. Et du coup, je leur dis, si tu vas à Paris, le meilleur moment pour aller à Paris, c'est si tu vas au mois d'août. Ouais, l'été, Parce qu'au mois d'août, il fait beau. T'as les terrasses qui sont ouvertes. Il y a tous les Parisiens qui sont à la plage dans le sud. Et du coup, tu fais la queue nulle part, t'as pas d'embouteillage, t'as beaucoup moins de pollution. Donc en fait, tu vas à Paris au mois d'août, tu vois. Et là, franchement, là oui. Là tu kiffes. Là tu kiffes, tu vois. Je suis d'accord. Mais allez, après tu peux faire le marché de Noël là sur les champs. Oui, ok, c'est sympa, mais c'est une fois dans l'année. Mais bon, après franchement, y vivre au quotidien, c'est une plaie. Bon, moi en tout cas, je suis pas objective, mais parce que je suis partie et je suis très contente d'être partie. Maintenant, moi c'est vrai que là où je suis dans le sud, j'aime bien. Franchement, je m'y sens bien. Et si je devais revenir en France, ce sera là-bas que je vivrais. Mais
En fait, je ne veux plus. J'ai vraiment fait un blocage sur le système. Pas forcément que la fiscalité évidemment, mais pas que ça, tu vois. Déjà, moi, c'est vrai que la Thaïlande, j'ai eu le même effet que toi, que tu as eu pour Dubaï. C'est-à-dire que j'ai été 5-6 fois en Thaïlande, mais dès la première fois que j'y étais, en fait, j'ai ressenti de la paix. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai quand même pas mal voyagé, tu vois. Mais il y a plein de pays que j'ai kiffé, mais il y a que à cet endroit où je me suis sentie vraiment en paix, tu vois. Et tu vois, genre, je me rappelle et tout, genre, il y avait une petite guirlande là. Alors, j'ai été à Bali, mais j'ai pas fait le côté touristique. Je sais que vous avez déjà visité Bali. Bon, là, moi, j'étais dans mes petites guirlandes là sur ma petite, sur ma petite terrasse en bois, mon petit cocktail et tout. Et puis, il y avait un coucher de soleil de ouf, kiffes, tout ça. Et là, tu vois, genre, il y avait, tu sais, ils mettent des petites musiques chill, tout ça. Et je me rappelle, j'étais là, je te jure, j'étais en mode, mais si le paradis existe, ça doit ressembler à un truc comme ça, tu vois. Parce que t'es tellement dans une phase où tu es apaisé que je me suis dit la paix c'est ça, et en fait j'ai trop envie de ressentir cette sensation. Et puis tu vois les gens qui sont là-bas, ils ont pas tout ce qu'on a, et en vrai ils sont détendus, ils sont bien, ils vivent bien, ils vivent même mieux que nous, je pense. Ils ont peut-être aucunement envie de d'avoir la vie qu'on a justement dans les pays développés. Mais c'est surtout que nous on s'inflige des choses, et puis bon, après la Thaïlande, mais ça se développe de fou malade, hein. Vraiment ça se développe de fou, ça fait un gros boom, et c'est pour ça que tu as aussi beaucoup d'opportunités là-bas. Donc bon, ça c'est pour vraiment aussi me dire, voilà, je m'expatrie, mais c'est pas m'expatrier forcément que pour quitter la France, c'est aussi je m'expatrie parce que j'ai trouvé un endroit où je me sens bien. Donc ça c'est la première chose. Tu sais que tu vas évoluer là-bas, en fait, d'un point de vue personnel comme peut-être point de vue professionnel également, quoi. Oui, c'est sûr, parce que j'ai eu déjà beaucoup de... Je t'ai dit, je suis partie là-bas 10 jours, j'ai beaucoup de choses qui m'ont été proposées, donc ça c'est cool. Et après, tu vois, moi, ce qui me... Alors, il y a la côté fiscalité en France qui forcément... En fait, ce truc, c'est que je pense un peu comme nous, enfin, je dis nous parce que je pense qu'on est un peu dans la même vibe, mais moi, je me sens bridée en France. En fait, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de monter des choses, et en fait, je suis déjà découragée avant même d'avoir commencé, parce que j'ai l'impression que ce ne mérite même pas que je fasse l'effort de mettre ces choses en place et d'alimenter ce système. C'est vrai. Tu vois ? Donc en fait, je me dis, j'ai l'envie, j'ai les compétences, mais en fait, j'ai pas l'envie de le faire ici. Parce qu'en fait, vous nous mettez trop de bâtons dans les roues, les gars. Vous aidez tout le monde, alors même ceux qui ne méritent pas, voilà, la vérité, mais ceux qui vont essayer de vraiment... élever le pays à un autre step, vous faites tout pour essayer de nous bloquer, nous prendre le plus possible pour pas qu'on puisse s'élever encore plus haut. Donc en fait, on dirait qu'ils veulent qu'on essaye, ils nous rendent accessible la chose, mais en mode allez-y dedans et vous allez voir que vous voudrez revenir en tant que salarié. Ouais, et en même temps, tu vois, genre je pense que c'est en mode oui, on sait que c'est vous qui enrichissez le pays, donc enrichissez-le, mais dès que vous enrichissez un petit peu, on vous prend. Et puis si jamais vous faites pas bien les choses, on vous reprend encore. Ouais, et ne l'oubliez pas. Non, mais et c'est surtout, tu vois, et moi c'est ça, c'est qu'en fait j'ai des potes aussi, genre ils ont monté des bises en France qui ont très bien marché. Ils ont gagné beaucoup d'argent en respectant les règles, tu vois. Et ça c'est pas normal. Bim, contrôle fiscal. Direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu vois, genre, je me dis, donc en fait déjà tu galères, tu te dis ok, je vais galérer à monter un business qui tourne. Après, il va tourner. Puis tu fais mal à personne. J'ai payé des impôts de bâtard et tout. Allez, je les paye. Et je continue quand même à avoir une boîte qui tourne malgré tout ça après plusieurs années. C'est pas normal. Allez, bien, contrôle fiscal. En fait, tu veux vraiment me faire couler, genre. Et puis derrière, il te faut un contrôle fiscal où tu sais que s'ils viennent, ils vont te faire un truc, c'est obligé, ils viennent pas pour rien. Ah oui. Non, mais de toute façon, tu sais que tu te prends un contrôle fiscal, tu sais que de toute façon, ils vont forcément. Enfin, même que ce soit un truc minime. Même que ce soit un truc minime. S'ils veulent vraiment trouver, ils trouveront la faille de la loi pour te dire ah oui mais telle facture t'as pas suivi tel numéro ou une date où je te dis n'importe quoi. Donc bon. C'est ça qui est relou parce que genre toi t'es là dans ton pays en mode tu fais du bon travail, en tout cas tu fais tout pour que tu fasses du bon travail, tu sans faire de mal à personne, voilà. Et d'ailleurs on va t'emmerder alors que t'as des mecs qui sont je sais pas où, qui prennent ces Français également et qui vont un petit peu les enculer, et par contre eux ils vont rien avoir derrière, tu vois. Non mais c'est pour ça, moi je te dis, tu vois, il y a ce côté là, bon, côté fiscalité on sait, tout le monde sait, c'est compliqué, mais après moi en dehors de ça, en France il y a eu le côté santé que je trouve franchement éclaté. Je suis désolée, on va dire oui, le côté santé déjà gratuit et tout. Bon, c'est gratuit pour ceux qui payent pas d'impôts, parce que moi je vous dis là, moi j'ai arrêté de compter déjà parce que ça me frustrait. Je me suis arrêtée à 1 500 € d'impôts par mois. Je sais que je paye plus de 1 500 € d'impôts par mois. Je trouve que c'est déjà énorme, mais j'ai arrêté de compter au-dessus. Non, mais j'ai arrêté de compter au-dessus parce que ça me fait déjà vriller, tu vois. Donc, j'estime que pour 1 500 € d'impôts par mois, donc la santé, c'est pas gratuit, déjà, pour moi, et c'est beaucoup plus cher que, en fait, le service rendu. Parce que moi, je suis désolée, enfin, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis allée à l'hôpital, j'ai été très, très, très mal pris en charge. Je devais subir une opération
on n'a pas voulu m'opérer parce qu'une opération, ça coûte trop cher à la sécurité sociale. Donc en fait, on a essayé de me filer des antibiotiques, plein de trucs pour retarder l'opération le plus possible. Sauf qu'en fait, moi, pendant ce temps-là, je ne vais pas donner tous les détails, mais en gros, j'ai dû me faire inciser à vif au moins 6 fois avant qu'on accepte de m'opérer, tu vois. Et on est en France, putain, tu vois. Genre, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Tu peux pas faire des tortures comme ça aux gens. Et moi, tu vois, je me dis, genre, je pars dans un autre pays, j'ai une assurance santé qui va couvrir mes frais. Je vais aller les voir. Moi, c'est ce qui se passe en Thaïlande avec mes potes. Ils me disent, nous, j'ai une pote, tu vois, elle a l'endométriose, des trucs un peu spécifiques. Elle me dit, moi, je vais à tel hôpital, je leur donne mon assurance santé, tout est pris en charge et je suis traitée tous les examens que j'ai envie de faire, en fait. Tu vois. Et donc, déjà, pour moi, la santé, c'est un bullshit pour la France. Donc déjà, moi, j'ai eu trop de mauvaises expériences pour moi, pour ma famille, où en fait, la sécurité sociale, quand vous avez vraiment de gros problèmes de santé, ok, ils vont vous prendre en charge, mais ils vont retarder au plus possible les examens pour vérifier est-ce que réellement vous avez les symptômes nécessaires pour faire ce type d'examen. Donc ça met du temps. Donc en réalité, en fait, demain j'ai un cancer, si tu attends 6 mois pour me faire passer... Non mais c'est vrai, si tu attends 6 mois pour me faire passer les examens nécessaires pour détecter si j'ai un cancer, parce que quand je te dis que j'ai mal au crâne depuis 3 mois, tu n'es pas capable de me dire il y a quelque chose qui ne va pas, en réalité, mon cancer, il a eu le temps de se développer, j'ai eu le temps de crever, tu vois. Donc, c'est pas faux aussi. Donc, non, mais bien sûr. Donc, en fait, il y a des trucs où déjà, moi, au niveau de la santé, je suis pas OK. Je préfère aller dans un pays, je préfère payer, parce que là, déjà, ici, je paye. Donc, je préfère aller payer. Et puis, tu as ça directement, quoi. Et dire, tu me fais passer ce putain de scanner ou tu me fais cette putain d'opération, je paye. Et après, c'est mon assurance, moi, je m'arrange. Mais au moins, le traitement est fait, tu vois. Ouais, 100%. Donc, ça, déjà, la santé, moi, en France, ça me va pas. La sécurité et même la justice. Ça me va pas du tout, tu vois. Moi, je pars du principe, je vais pas donner tous les détails parce que du coup, je suis en procédure judiciaire par rapport à ce fameux chantier de l'enfer que j'ai eu, où j'ai été menacée, et je vais dire menacée, voilà, quoi. On m'a présenté une arme et tout devant moi, tu vois. Donc, des trucs quand même assez poussés. La personne, tu vois, donc forcément, moi, je commence une procédure judiciaire. Justice, MDR, j'attends encore que les assurances me dédouanent les acomptes que j'ai versés, tu vois. Parce que du coup, en fait, c'est un gros réseau, ils ont décelé un gros réseau et tout d'escroquerie. Donc en fait j'attends encore que les assurances les assurances me prennent en charge, mais bon, tant que la justice ne fait pas son travail, et ça fait déjà bien 3 ans, presque 4, c'est arrivé, du coup je ne serai pas dédommagée, donc MDR, tu vois, genre ça fait déjà un moment. Et au niveau de la sécurité, le gars, je leur ai tout donné, hein. Donc j'ai procédure judiciaire, j'ai porté plainte, carte d'identité, parce que j'avais une photocopie de sa carte d'identité, numéro de téléphone, adresse, tout. Le gars est encore dans la nature. Les gars. Donc en fait, je me dis, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis en train de me faire défoncer sur les impôts comme une grosse bouffonne. Et derrière, tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas de santé, tu n'as pas de justice. L'éducation, j'ai pas d'enfant, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, donc en fait, on va où là ? Ouais, donc après, tu es obligé de prendre les devants en vrai. Et puis c'est toi qui fais tes choix. Hein. Donc soit tu décides de rester dans ça et en vrai, tu te dis que ça te convient un petit peu et puis tant pis. Et soit tu te dis, bon, vas-y, c'est bon, j'en ai ras le cul et je change les choses, quoi. Ouais, non, mais moi, de toute façon, le choix, il est vite fait, tu vois. Et puis même, tu vois, genre, là, j'ai des amis qui ont des enfants à l'école, tu vois, quand tu vois, il y a des enfants, ils se font tabasser à la fin des cours, ils se font poignarder et tout. Je me dis, mais on est où, là ? On est où ? Ouais, puis même toi, tu te dis, ouais, mais non, je vais bien éduquer mon gosse, mais en vrai, on sait tous qu'il y a des trucs, ça t'appartient pas, tu maîtrises pas. Et même toi, quand t'étais gosse, tes parents, ils ont tout fait pour, il y a des fois où t'as fait tout, t'as pu faire rien que des conneries, ou même on a pu te faire chier, en vrai, ils y pouvaient rien, quoi. Donc, donc moi c'est bon, en fait j'ai fait mon deuil. C'est triste, hein, parce que encore une fois je suis dans une région que j'adore, tu vois. Ouais, puis on aime tous la France, tu vois, en vrai. Ouais, mais de ouf, tu vois, voilà, franchement de pays, ouf. Les Français aiment leur pays, quoi. Mais en fait je trouve, et c'est peut-être très imbu de ma personne de dire ça, mais je trouve que ce système ne me mérite pas. Donc en fait je vais aller dans un système qui me mérite et qui mérite que je me donne à 200%, qui me bride pas, et que je vais enrichir un autre système, c'est pas grave. Tant pis pour vous, tu vois. Ouais, bah oui, après c'est... Pas vous, mais... Voilà, s'il y a des... Pour les Français qui restent. Non, mais pour le système, pour ceux qui alimentent ce système-là. Moi, j'ai pris la décision de me dire, je n'alimenterai pas ce système parce qu'il ne me convient pas. Et j'irai en alimenter un autre en me donnant à 200%, et puis voilà. Ouais, où ils vont plus se respecter et derrière, tu seras mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, on est sur la fin de ce podcast. Hein. Ouais, je pense. Hein. C'est passé vite, hein. C'était cool, hein. Ouais. Ok, trop bien. Voilà, c'est fini. Donc vous allez retrouver Clémence sur tout ce qui est réseau. Donc je vais m'assurer de mettre le réseau que tu veux dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la suivre. Sérieusement, il y a de bonnes choses à suivre sur les réseaux au niveau de Clémence. C'est gentil. Et puis vous pourrez aller voir son podcast. Parce que d'ailleurs, on va intervenir dessus. Et puis il y a plein de beaux monde qui est intervenu déjà et qui vont intervenir également dans ton podcast. Donc je vous conseille d'aller suivre toutes ces belles choses. Sinon, on se dit, nous, au mois prochain, quelque part. Voilà. On sera à Dubaï, normalement. Ouais.
avec qui je sais pas, peut-être que nous, peut-être qu'avec d'autres personnes. Et puis voilà, donc ciao.